sur les dernières vidéos que je faisais là, qui étaient surtout basées sur le livre de Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste qui est décédé il y a peu et qui a écrit et traduit, donc écrit des ouvrages de par son propre enseignement, je suppose. Enfin, je n'ai pas lu tous les livres encore de Thich Nhat Hanh, mais tout au moins La Métamorphose de l'Esprit, c'est celui que je viens de finir, est en fait une traduction de 51 stances qui appartiennent à l'enseignement du bouddhisme. Donc je ne me considère pas comme étant bouddhiste, mais le cours de ma vie fait que bien, finalement, oui, je suis en train de pratiquer cette sagesse qui était à la base et qui est devenue une religion, mais à la base c'était une sagesse. Donc le bouddhisme parlait, en fait il ne faut pas regarder le bouddhisme en se disant oui c'est une religion, ça ne m'intéresse pas, moi je crois en rien, je ne crois pas en Dieu, c'est pas cela qu'il faut regarder, c'est surtout la sagesse, l'enseignement qu'on tire de cette... de cet art de vivre en fait. Le bouddhisme c'est plutôt un art de vivre qu'une religion, parce que vraiment je ne suis pas adepte de dire que je suis musulman, que je suis catholique chrétien. Alors je crois sincèrement maintenant depuis un petit bout de temps déjà. Avant je ne croyais pas du tout en l'existence de Dieu, ou de, enfin moi avant je le nommais Dieu parce que c'est le nom qu'on lui donne. Mais je ne croyais pas du tout à ce concept, et c'est le fur et à mesure de ma vie qui a pris une tournure que j'avais vraiment l'impression que j'avais comme des petits anges gardiens qui veillaient sur moi, qui me sauvaient la vie à chaque fois. Et c'était là que ma croyance et ma foi ont grandi. Mais ce n'est pas pour autant que je me considère faisant partie d'une religion. Je n'ai aucun doute désormais sur l'existence de quelque chose dont nous faisons partie et qui fait partie de nous. Je ne crois plus en la dualité, concept de que Dieu, entre guillemets, vous l'appelez comme vous voulez, la force supranaturelle, le divin, le cosmos, l'univers, l'énergie quantique même, nous pourrions l'appeler également. L'énergie quantique, c'est le monde de l'invisible et tout ce qui est lié à l'énergie. La science quantique, pardon, donc nous pourrions même dire que Dieu c'est la science quantique. Vous l'appelez comme vous voulez, vous lui donnez le terme que vous lui voulez pour exprimer que nous comprenons qu'il y a quelque chose d'autre que ce que le système sociétaire veut nous faire croire, que nous naissons, nous sommes formés à l'école, nous sommes de petits gentils soldats, nous travaillons bien, nous allons à la retraite et nous mourrons tranquillement, ou pas tranquillement, selon les conditions dans lesquelles nous vivons notre vie, parce que bien entendu, si on travaille toute sa vie et qu'on n'a même pas fait notre travail, et qu'en plus on mange mal parce qu'on n'a pas le temps et tout ça, à la fin de notre vie, on est à la retraite, mais il y a beaucoup de gens qui ne profitent pas de la retraite et qui, quand bien même n'auraient pas de problème de santé, tournent en rond et ils se sentent inutiles parce qu'ils se sont complètement identifiés au rôle qu'ils ont joué toute leur vie, qui était attribué au travail qu'ils faisaient. Et du coup, une fois la retraite arrivée, c'est comme s'il n'existait plus, et c'est une grande souffrance, et il y a même des gens qui font des dépressions. Enfin voilà, donc ce n'est pas le but de la vie, de travailler toute sa vie pour finir malheureux, parce que ça se serait quand même, ça se saurait si c'était cela le but de la vie, même si c'est inconsciemment, collectivement, ce que nous sommes tentés de croire, que oui, finalement c'est un peu ça, la vie, il faut trimer, il faut travailler dur, et puis de toute façon on va tous mourir un jour, de toute façon le monde ne changera jamais, rien n'est parfait, c'est comme cela, enfin ces faux dictons qui sont complètement sortis d'un arrière-temps de nos arrière-grands-parents qui travaillaient les champs et qui labouraient, parce que ça vient de là en fait, la labeur, et qui labouraient durement à travailler la terre, et qui avaient ces expressions et que nous avons gardées à la nouvelle génération, mais nous ne sommes plus du monde de la terre. D'ailleurs les agriculteurs, il y en a de moins en moins, et on a une accélération de la technologie et tout ça, et on n'est plus dans cela maintenant. Avec la technologie que nous avons, on peut travailler moins et profiter plus.
Il y a des machines pour nous aider que nos arrière-grands-parents, arrière-ancêtres n'avaient pas. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Alors, on a cette contrebalance entre la nouvelle technologie et le désastre de la nouvelle technologie. Parce que, bien entendu, tout ce progrès technologique a fait une accélération au niveau du changement climatique, de la dévastation. Parce qu'on n'a pas su encore, pour le moment, utiliser cette nouvelle technologie avec la conscience. Le problème, nous sommes complètement éloignés de la conscience et nous suivons ce système sociétaire qui fait toujours aller plus vite, pour plus de profit, plus produire, travailler plus, et en fait, on va à un rythme qui s'accélère vraiment et qui fait que on n'a pas le temps de savourer la vie dans cette biodiversité, j'aurais tendance à dire, de tout ce qui nous entoure. On ne travaille plus la terre, on est complètement déconnecté en fait de la source, de ce qui nous amène à finalement nous sentir connectés avec cette nature de laquelle on nous fait croire qu'elle nous amène juste à nous nourrir, et encore on ne se rend même pas compte, quoi. Je crois que finalement tous ces biscuits là qu'on achète, de tous ces produits industriels, on ne se rend même pas compte que la base de tout ça c'est les céréales, c'est tout ça, mais comme tout est trafiqué, même de toute façon les céréales sont génétiquement modifiées, donc à la fin bon, on a des choses qui nous arrivent dans les mains, des paquets de biscuits emballés avec des plastiques, on ne sait pas trop, on ne se pose plus la question en fait. On est arrivé à un temps de notre génération où on ne se pose pas les bonnes questions, j'aurais tendance à dire. Voilà, alors là j'ai complètement dérivé sur le sujet que je voulais prendre, mais c'est pas grave, c'est une petite introduction. Prise de conscience que je pense que, bon, je suis pas la seule à parler de ça. Je crois qu'il y a suffisamment de personnes qui parlent de ça, que bon, il y a un moment, il va falloir qu'on se réveille quand même, hein. C'est pas du tout d'en parler, mais il y a un moment, il faut passer à l'acte en fait. Parce que là, on est tous dans le blabla. Bon, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler, hein, parce que sincèrement, répéter en boucle toujours la même chose que je viens de dire, et plus d'autres encore, la souffrance animale, l'épuisement de ressources, un programme scolaire inadapté, enfin tout la malnutrition, la toxic food, la malnutrition, les addictions, la souffrance, les traumatismes, enfin bon bref. Donc on est toujours en train de parler. Il y a quand même des gens qui passent à l'action et qui œuvrent pour une humanité meilleure, mais sincèrement, je peux vous garantir, il faut que j'arrête de dire ça parce que je garantis rien du tout en fait. Je garantis que ma propre vie, je garantis par rapport à mon expérience, moi je ne peux pas vous garantir votre résultat à vous, parce que tout va dépendre de vous, comment vous faites votre truc en fait, de quel objectif vous vous mettez dans la tête, et ça moi je ne peux pas garantir en fait. Il n'y a que vous qui soyez les maîtres de votre création de votre vie en fait. Mais j'ai tendance à dire ça, je vous garantis, bah oui, parce que quand je connais les résultats pour ma vie, j'ai envie de dire je garantis, mais je ne peux pas garantir pour vous en fait. Donc il faudra que je fasse attention à ne pas dire que je garantis toujours comme ça. Parce qu'après on va venir me voir, me dire oh là, attention, tu nous as garanti, mais regarde, ça marche pas ton truc là. Et oui, mais ça marche pas, mais est-ce que tu as fait vraiment tous les jours? Est-ce que tu médites tous les jours? Est-ce que tu fais du yoga tous les jours? Est-ce que tu as retiré l'alcool de ta vie? Est-ce que tu te fais vraiment de la bonne alimentation? Voilà, donc bah non, je bois encore tous les jours. Bah oui, non, le yoga, c'est vrai, ça faisait du bien, mais après j'ai pas le temps, je travaille, tu sais. Alors bon, bah voilà, alors je peux pas te garantir quelque chose si tu suis pas les protocoles entre guillemets de certaines choses qu'il y a à faire, que c'est pas moi qui les dis. Moi j'ai fait qu'appliquer ce que des personnes qui sont déjà là et qui ont étudié l'impact de la méditation par exemple dans nos vies, dans le métabolisme de toutes les hormones qui se produisent au niveau du cerveau. Donc ça c'est la neuroplasticité, c'est en fait les cellules, les neurones et les cellules qui changent en fonction de notre humeur et de nos émotions. L'étude de ça en fait, il y a la neuroscience qui étudie le cerveau, l'impact de tout en fait, aussi bien du stress, du bonheur que aussi bien de la méditation et de la nourriture mauvaise sur le système cognitif, enfin voilà. Donc ils font plein de recherches. Là on n'est plus dans, c'est à dire que là moi je parle de trucs
je parle des trucs, c'est pas moi qui le dis en fait, hein. Moi je fais que répéter ce que j'ai lu, ce que je vois, ce que j'entends, et surtout parce que je l'expérimente. Donc du coup en l'expérimentant, bah, je vois que c'est vraiment vrai ce qu'ils disent en fait, ces neurosciences et tout là. C'est notamment la neuroscience et la science quantique sur laquelle je me renseigne, mais après aussi bien en psychologie. En psychologie, vous avez Boris Cyrulnik qui parle de la résilience et renaître de sa souffrance. Il y a plein Eckhart Tolle, lui, il est dans la psychologie aussi. Développement personnel, psychologie, de toute façon, c'est pareil, on dit psychologie, développement personnel, Sigmund Freud, Carl Jung, tout ça. Alors, eux, ils sont plus branchés psychologie, mais ça revient au même. Ce que veut dire que quand on comprend la psychologie, ça nous aide à nous développer personnellement. Développement personnel, ça veut dire grandir, en fait. On parle toujours de ce développement personnel. C'est quoi ce développement personnel? Il y en a qui n'aiment pas les termes, mais c'est ça, quoi. Développement personnel, vous voulez l'appeler comment? C'est développement personnel, c'est sa propre éducation, en fait, faire de sa vie sa propre école et de savoir ce qui est bon pour nous, ce qu'on veut apprendre et ce qu'on veut retirer de notre vie et remplacer, parce qu'il faut remplacer, on ne peut pas retirer sans remplacer, il va y avoir un manque dans notre vie, un vide. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui changent pas, qui ne changent pas parce qu'il y a cette peur de si je change et que je retire ça, même un trait de personnalité négatif, auquel elle s'identifie, par exemple, je suis méchant, par exemple, je suis méchante, mais si je change et que je deviens gentille, mais je me suis identifiée toute ma vie à être méchante, en fait, ça fait peur, on ne sait plus qui on est, en fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui inconsciemment, hein, tout ça c'est pas conscient, en fait, elles ne s'en rendent pas compte, mais inconsciemment, ils s'accrochent au rôle qu'ils sont en train de jouer depuis des années, parce que finalement, on joue des rôles, quoi. Finalement, on a été éduqués à porter des masques. Voilà. On a été éduqués, formés, l'école nous forme à porter un masque. C'est-à-dire que très jeune, on nous dit, même à 15 ans, là, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Et j'avais porté le masque de pharmacienne, de vétérinaire, de vendeuse, d'infirmière, de médecin, d'avocat, je ne sais quoi. Ingénieur, et voilà, c'est le masque que je vais porter. Et en plus, on nous fait croire, parce que par rapport avec la retraite et tout ça, on nous fait croire plus ou moins qu'en gros, c'est un masque que je vais porter et c'est le même masque. C'est-à-dire que, quand bien même je serai médecin pour un cabinet, ça ne veut pas dire que je vais rester au même cabinet toute ma vie. Je peux changer de cabinet. De la même manière, si je suis vendeuse, je peux changer de magasin. Bah, c'est très rare les gens qui se reconvertissent. Il y en a quand même qui se reconvertissent et qui changent complètement de voie parce qu'ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'il leur faut dans le futur. Ils ont expérimenté ça pendant 10 ans et puis à un moment ils en ont vraiment suffisamment assez qu'ils se disent bon je vais faire autre chose parce que sinon je vais finir par faire peut-être même me suicider, hein. Il y a des gens qui pensent comme ça parce qu'après ils sont pas heureux, forcément ils sont en dépression et c'est souvent à cause du travail. Le travail prend quand même une grosse partie de notre vie. Donc c'est important de faire un travail que nous aimons. Et si nous ne pouvons pas faire un travail que nous aimons, c'est important de faire avec amour notre travail. Parce que ça change la vie quand même de se réveiller, même si le travail on ne l'aime pas, mais de se forcer à mettre la bonne énergie dans ce travail qu'on n'aime pas. Et c'est quand même bien d'en chercher un qu'on va aimer, plutôt que de se labeurer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais quand bien même en attendant de trouver quelque chose d'autre, on le fait avec la bonne humeur et l'amour, parce que sinon c'est horrible, encore pire en fait. Donc, et ça change la vie quand même, hein, de faire les choses avec amour, si on ne peut pas faire que ce qu'on aime en fait. Voilà, donc voilà, toutes ces neurosciences là, l'enseignement du bouddhisme, donc en fait en gros, c'est toujours, tout le temps, le même concept. On va partir d'un... Là, je parle pour les gens on va dire, qui ne connaissent pas, qui ne se sont pas encore renseignés, combien même sur le bouddhisme par exemple, ou sur la neuroscience, ou sur la science quantique, ou sur le développement personnel, des gens qui sont en dépression, en souffrance, dans l'alcool, les drogues, des gens qui ont une vie avec des enfants plus ou moins normales, mais qui sont pas heureux en fait, tout simplement. Ces vidéos-là, c'est pour les gens qui ont besoin d'une guidance. Alors, je vous dis pas que je suis votre gourou et votre guide personnel, mais oui, je suis là c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour vous aider à vous diriger, quoi, si vous êtes un peu perdu, et je sais très bien que même si c'est 3 personnes que je vais aider, c'est toujours mieux que rien. C'est pour ça que je fais des vidéos.
Parce qu'on est vraiment des fois complètement perdu en fait, et on ne sait pas à quoi se raccrocher et on n'a pas envie de rentrer dans une thérapie parce qu'en toutes ces thérapies, des fois les spécialistes ils font une longue attente et puis ils ne sont pas forcément qualifiés à notre cas. Donc par exemple le cas de l'autisme Asperger au potentiel émotionnel, de ce que je me suis auto-diagnostiqué au mois de juillet, le 13 juillet de cette année, enfin 2021 pardon, de cet été en fait, et que j'ai découvert en fait que j'étais certainement, je dis certainement, pourquoi certainement, autiste Asperger au potentiel émotionnel. Je n'ai aucun doute sur le fait de l'être. Mais ce sur quoi j'ai un doute, c'est sur est-ce que je suis née comme ça ou est-ce que je le suis devenue. Et ça, mon doute, il se pose pour toutes les personnes qui sont diagnostiquées finalement tardivement, autistes, Asperger et au potentiel, troubles de déficit de l'attention, etc., etc. Parce que c'est quand même compliqué d'avoir un retour de quand on avait 3 ans. Donc les spécialistes se basent sur les parents. Les parents, oui, ils se souviennent certainement, mais on sait bien que les gens des fois parlent sans jamais vraiment avoir des fois la vérité qui sort de leur bouche et se laissent influencer parce qu'ils savent que les spécialistes veulent qu'on diagnostique leur fille ou fils autiste, ou ils ne veulent pas qu'on diagnostique leur fils ou fille autiste. Par exemple, une adulte comme moi qui a maintenant 39 ans et qui continuerait de faire des crises sur crises et être en dépression toujours, ou crise maniaque de bipolarité, ou avec ces tendances schizophrènes que j'avais, ou enfin que je prendrais des droits, ou que je serais vraiment, on va dire, un problème pour mes parents. Peut-être que mes parents, ça les rassurerait de savoir que je suis autiste. Mais comme finalement, j'arrive à plus ou moins éliminer petit à petit tous ces trucs-là, mes parents, ça les intéresse pas trop de savoir que je suis autiste en fait. Ils ont même pas envie de comprendre, ils ont pas envie d'identifier leur fille à qu'ils ont une fille autiste en fait. Ça c'est la majorité des parents. Donc en fait, enfin pas la majorité des parents, parce que comme je dis, si j'étais vraiment là un cas problématique, mes parents peut-être qu'ils s'appuieraient sur une bouée de secours de l'autisme. Ils s'appuieraient sur l'autisme comme étant une bouée de secours pour eux, de se dire on comprend pourquoi elle est comme ça, parce qu'en fait elle est autiste. Je ne sais pas si je serais dans la capacité, oui, parce que j'ai vu des témoignages de gens qui sont dans des vies quand même bien chaotiques et puis au moment du chaos, on n'est pas capable de s'auto-diagnostiquer autiste, Asperger. Je pense qu'il faut passer le chaos et après être dans l'investigation, de se rendre compte que non, on n'est pas bipolaire, les diagnostics, on se rend compte que c'est pas les bons et qu'on continue notre investigation et là, on se rend compte qu'on est autiste. Mais je pense que quand on est en plein chaos, c'est pas possible de s'auto-diagnostiquer. Donc la plupart du temps, on est mal diagnostiqué. Et tout ça, finalement, je dérive. Maintenant, je dérive pas tant parce que finalement, ce truc de bouddhisme là, avec le bouddhisme, ce concept, pardon, excusez-moi, je dis ce truc, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le concept de bouddhisme qui est en fait une sagesse, comme je l'ai expliqué à la base, qu'elle n'était pas en religion, qui en fait veut montrer qu'en fait, dans l'humain, il y a des graines. Des semences, des graines, ils appellent cela comme ça, comparent cela à ça, l'enseignement du bouddhisme, des semences ou des graines qui sont de bonne qualité, on va dire, et de mauvaise qualité. Et celles qui sont de mauvaise qualité, tout aussi bien que celles qui sont de bonne qualité, ne sont pas forcément innées à notre personnalité, à notre propre être, à notre propre nature. Elles peuvent avoir été plantées par nos parents, la société en général, l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'on est du verbe naître, avec des graines et des semences qui ne nous appartiennent pas en fait, et qui peuvent être endormies pendant un certain laps de temps, et puis un jour elles vont se réveiller parce que une situation ou une personne va réveiller et arroser ces graines. Donc elles étaient là, ces semences, mais comme personne ne les avait encore jamais arrosées, elles ne fleurissaient pas en fait dans le sens du terme en parlant d'une mauvaise herbe. Le concept du bouddhisme parle que nous avons toutes les semences, aussi bien de la qualité que de la mauvaise qualité. Qu'elles nous appartiennent à nous ou qu'elles nous viennent de l'extérieur, ce n'est pas vraiment le problème. Ce qui est important de comprendre, c'est que selon ce qu'on va arroser,
ou selon ce qu'on va nous ce que l'on nous va arroser, ce que ça se dit, c'est là, selon ce que l'on nous va arroser, oui, je crois que ça se dit, selon les graines qui vont être arrosées, de par notre environnement, notre situation société culturelle, de par nos parents, nos amis, etc. C'est-à-dire que si nous naissons d'un père alcoolique, violent, violeur, et d'une mère perverse, narcissique, sadique et maltraitante, c'est clair que lorsque nous naissons déjà dans les ventres de notre mère, on subit déjà des graines qui sont déjà perturbées. Et puis, bien entendu, avec un père qui va abuser de nous, etc., il arrose nos graines de colère, d'humiliation, de rage, même de perversion, parce que pourquoi les gens après reproduisent et tout ça, parce que la plupart du temps, ils reproduisent ce qu'on leur a fait subir. Donc en fait, à force d'arroser ces graines, du coup, on les a tellement fait sortir que du coup, à la fin, on ne sait pas être autre chose que ce qu'on nous a fait sortir, en fait. Donc ça, c'est l'enseignement du bouddhisme. Et puis, dans le développement personnel, psychologie, que ce soit Eckhart Tolle, je vais citer quelques noms qui sont dans les descriptions avec les vidéos là, que vous pouvez aller voir de tous ces... Alors, ce n'est pas des maîtres spirituels, mais ce sont des chercheurs en neurosciences, des docteurs, des neuropsychiatres, ou des écrivains comme Eckhart Tolle, qui n'est ni neuropsychiatre, ni neuroscientifique, ni bouddhiste, moine bouddhiste, mais de par son expérience de vie, il a transcendé la souffrance et il a réussi à se transformer et être à même de pouvoir écrire plusieurs ouvrages à mission d'œuvrer à un réveil de conscience. Eckhart Tolle, en 4 jours, en lisant son livre, je me suis soignée de la schizophrénie, une schizophrénie forte qui me poussait à me suicider lorsque mon frère s'est suicidé. Donc c'est quand même le livre du pouvoir du moment présent, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont un pouvoir de guérison sur nous et qui le transmettent à travers des ouvrages, des livres, ou ça peut être un film aussi, mais c'est généralement des écrits quand même, des livres. Et que si nous le lisons et que nous faisons ce que ces personnes disent, il y a clairement un pouvoir dans ce livre, dans ces écrits, dans la parole, la manière dont elle est employée et des enseignements qu'on nous inculque. La seule chose qui fait que ce pouvoir ne peut pas être actif sur nous, c'est notre croyance. C'est-à-dire que si on lit le livre mais qu'on n'y croit pas, ça ne marchera pas en fait. On est en fait ce qu'on croit. Et ça ramène à la neuroscience qui parle du pouvoir du subconscient et aussi à la science quantique, le monde de l'invisible, parce que le subconscient, il n'est pas percevable, on ne peut pas le quantifier, le qualifier, le voir comme ça. Mais il y a des études qui sont faites avec des IRM et tout ça. Et on voit que ce ne sont pas les mêmes zones cérébrales qui sont activées selon les sentiments, les émotions que nous allons ressentir. Il y a même des IRM qui sont faites sur des moines bouddhistes comme Matthieu Ricard, par exemple, qui se donne en cobaye à faire étudier son cerveau lorsqu'il est en méditation de compassion, méditation de pardon. Et ce ne sont pas les mêmes zones cérébrales qui s'activent selon le type de méditation que Matthieu Ricard fait. Et il y a d'autres personnes je parle de Matthieu Ricard, mais il y a plein d'études qui sont faites comme ça. Alors là, on est dans le scientifique, donc c'est plus, là c'est prouvé, quoi. C'est plus comme ça, on suppose que ça. Voilà, donc, alors j'ai dérivé donc, les petites graines, et avec la neuroscience, tout ça pour voilà, la croyance. Que en fait, si vous ne croyez pas, en fait vous avez une option dans votre vie, enfin vous avez plusieurs options dans vos vies en fait, dans votre vie, dans vos vies, parce que finalement dans une vie on peut avoir plusieurs vies. Si je me base sur mon expérience, je suis à ma 2e vie minimum, voire peut-être déjà ma 3e.
oui, ou 2 ou 3, quoi. On va dire que j'ai eu la première vie qui était de mes... ou même peut-être 3 ou 4 en fait. On a l'enfance, on va dire, jusqu'aux les 14-15 ans là, et puis après moi 15 ans j'ai eu le viol. Enfin j'avais eu un inceste avant avec mon frère, mais ça si je le compte pas parce que c'est un peu comme ça, l'histoire on ne sait pas trop vraiment ce qui s'est passé, je ne sais pas trop. Et puis c'était mon frère, donc bon c'est un peu, on va dire que... Et puis en plus il s'est suicidé, donc je vais pas, on va dire je vais pas le prendre en compte, malgré que je suis persuadée que je ne le prends pas en compte, mais bien entendu l'histoire traumatique liée à cet inceste, quelle que soit la gravité et l'ampleur des faits au moment qui se sont passés avec mon frère, je suis pas en capacité encore de me souvenir vraiment ce qui s'est passé, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. C'est clair que ça libère une mémoire traumatique et que il faudrait le prendre en compte. Mais comme du coup, je vais commencer avec le premier viol du pédophile, là, qui m'a violée quand j'avais 15 ans. Et donc, bien sûr, là, on va dire ma première vie, c'était 0-15, et ma deuxième vie commence 15 jusqu'à finalement, je dirais, mes 32 ans. 30, 32, enfin non, 15, 25, on va dire, ou 25, je prends conscience que j'ai été violée, je ne savais pas que j'avais été violée. Donc là, j'ai cette deuxième vie, et puis on va dire que la troisième vie, elle commence à la prise de conscience de que finalement, tout ce qui m'est arrivé, ben, c'est parce que il y a eu ça, mais il paraîtrait que j'ai la possibilité de changer cette réalité dans laquelle je me trouve, donc la réalité dans laquelle je me trouvais, bien entendu, qui était liée à ce premier viol, je n'en sais rien, c'était vraiment lié à ce premier viol, mais je pense que c'est ça qui m'a fait complètement dériver de chemin, et qui a fait que j'ai pris un chemin de drogue, d'alcool, d'addiction en tout genre, et que j'arrêtais pas de reproduire, toujours le viol, donc je buvais, je me rendais inconsciente avec les drogues, et de mauvaises personnes m'abusaient, toujours sexuellement, donc voilà, ça a été pendant des années cette reproduction comme ça, et donc lorsque j'ai pris conscience que ce qui m'arrivait toujours, c'est parce qu'en fait je reproduisais quelque chose, donc déjà là il y a un déclenchement qui se fait et qu'on se dit bon, on commence à se documenter, on se dit faut que je change quelque chose de ma vie là parce que ça va pas, et puis après on se dit il faut que je sois heureuse, je peux pas vivre une vie comme ça, finalement j'étais pas heureuse, donc du coup là, je me suis dit il faut que je sois heureuse, c'est soit je vis bien, je mettrai dans la description encore une vidéo que j'ai regardée, que ça fait peut-être 4, 5, 6 fois que je la regarde, c'est le pouvoir de l'intention ou de l'intuition. Je sais plus si c'est intention ou intuition, enfin c'est intuition je crois, ouais c'est l'intuition, et c'est magnifique, vraiment, et j'en ai regardé d'autres, il y a le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy, enfin il y a plein de vidéos comme ça sur le pouvoir de ce qu'on crée par le fait de ce qu'on pense, de ce qu'on croit. Donc, ça ramène à ce que je vous disais juste avant, que les livres, là, si vous avez des livres comme celui du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui a le pouvoir de vous guérir de la schizophrénie, parce que ce qui se passe, pourquoi vous êtes schizophrène et que vous êtes à la limite du suicide, parce que vous vous identifiez à la voix qui est dans votre mental. Et si vous suivez ce qu'Eckhart Tolle vous dit, qu'il nous dit à tous, qu'il dit qu'il ne faut pas croire que nous sommes la voix, bah, la voix perd de son ampleur sur votre capacité d'agir, sur vos actions en fait. Et le fait de vous désidentifier à je ne suis pas la voix, et du coup vous vous mettez spectateur de cette voix et vous l'observez en disant tiens j'ai une voix qui me dit de me suicider mais je ne suis pas cette voix, et bien en fait là, le suicide n'arrivera pas parce que elle perd son emprise sur votre action. Voilà, donc en 4 jours, hein, moi j'étais vraiment là dans ce moment-là à répéter les voix dans ma tête qui me disaient toujours je vais finir comme mon frère, à me suicider, à me pendre et tout. Donc j'ai fait ce qu'elle dit, ça, Eckhart Tolle. Donc j'avais vraiment l'air d'une folle dans ma chambre, là je me souviens, je faisais comme ça, laisse-moi tranquille, comme ça en parlant de voix qui disaient tu vas finir comme ton frère, tout ça. Et je me disais, oh là là, je suis en train de vriller tout ça, je suis vraiment en train de devenir folle, mais non, 4 jours, et je me disais, tant que j'arrive à me dire, je suis en train de devenir folle, je ne suis pas encore folle. Et au bout de 4 jours, le fait de faire comme ça, après je faisais beaucoup moins, et après je le faisais même juste dans ma tête en me disant, laissez-moi tranquille, je ne veux pas vous entendre, laissez-moi tranquille. Et après, elle ne venait plus. C'est-à-dire qu'au bout de 4 jours, les voix avaient disparu de me dire de me suicider comme ça, c'était parti. Donc c'est là que j'ai vu le pouvoir du moment présent de ce livre. Et donc ça m'a donné envie de continuer de le lire, parce que ça c'était dans les 35 premières pages seulement que j'avais lu, et j'avais fermé le livre et j'avais pas continué. Et donc du coup, bien entendu, j'ai vu que cet Eckhart Tolle là, qui est un Allemand, qui n'a pas forcément de titre
spécialiste en tant que ou psychiatre ou neuropsychiatre ou je ne sais quoi, mais qui a une connaissance à nous fournir au niveau de ça, de choses à faire pour nous libérer de certaines choses. Voilà, donc tout vient de nos croyances. Donc si on croit notre professeur qui nous a dit, comme on m'avait dit qu'on peut-être, je sais pas, je jouais pas bien de la flûte, pourtant je me souviens que je jouais bien, mais enfin je sais pas, que je chantais pas bien ou que je dessinais pas bien, donc pendant des années je n'ai pas chanté, pendant des années je n'ai pas dessiné, on m'avait dit aussi que je ne savais pas nager parce que j'avais une jambe qui partait comme ça, on m'a dit plein de choses que j'y ai cru pendant plein d'années. Lorsque le pédophile m'a violée, bien entendu, il n'avait pas besoin de me dire quelque chose pour que mon corps traduise « tu es sale, tu ne vaux rien ». Donc ça a créé cette pensée à laquelle je me suis identifiée pendant des années, comme quoi je ne valais rien et que en plus les profs me répétaient souvent quand même que j'étais stupide, que je ne comprenais pas, que je rêvais, enfin bref, c'est cela. Donc du coup, je me suis identifiée à quand même des choses qui ne me mettaient pas du tout en valeur. Et je crois que le truc du viol, là, c'est quand même, ça a amplifié cet auto-sabotage que je me faisais à moi-même, mais aussi qu'on me faisait depuis l'extérieur. Donc du coup, quelle que soit la raison pour laquelle je me trouvais dans cette situation à boire, me droguer, faire n'importe quoi et toujours reproduire une réalité sordide, quelle que soit la raison, que ce soit parce que oui, j'ai été violée, parce que je suis née autiste, parce que je ne suis pas née autiste, mais à force d'avoir été tellement abusée de tous les côtés, j'ai développé un comportement autiste, que ce soit parce que ma famille, génétiquement, on a un facteur propice à la schizophrénie et à la dépression et à tout ce qui est lié aux troubles mentaux, de schizophrénie, dépression, maniaco-dépression oui, j'aurais tendance à dire ça, c'est les troubles qui sont caractérisés dans ma famille. Donc, quelle que soit la raison qui pourrait faire que ça m'a amené à devenir cette personne que j'étais devenue avec quasiment tous les traits de personnalité de l'autisme, Asperger, que je sois née ou pas comme ça, j'ai développé les traits de l'autisme Asperger. Alors, moi maintenant, là, j'en suis à l'investigation. Et ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir la faire, l'expérience, qui pouvait la faire, qui l'a faite, qui pouvait la faire, qui ait envie de la faire. C'est-à-dire que j'ai fait ma propre expérience de vie en transformant tous ces traits à force qu'on m'arrose, donc liés au bouddhisme, à la pensée bouddhiste, à force de m'être fait arroser que des mauvaises graines, j'étais devenue de la mauvaise graine, comme on dit, c'est de la mauvaise graine, ça doit venir de là l'expression. Et j'ai, grâce à cette prise de conscience qu'il faut que je sois heureuse, et que je me suis documentée, et que j'ai fait ce que ces trucs disent. Ces trucs, ce sont les sciences de la neuroscience, de la science du bonheur, en fait, qui est liée à la neuroscience, la neuroplasticité, la psychologie, tout ce qui est lié à à l'étude du cerveau et à l'étude de l'impact de certains environnements, l'épigénétique aussi. Quelle que soit la branche, la science quantique, quelle que soit la branche dans laquelle vous allez dériver, la spiritualité, psychologie, etc. Si vous êtes branché bonheur, ça tournera toujours. De toute façon, même si notre recherche n'est pas sur le bonheur, tous ces domaines-là que je viens de vous citer, ils vont toujours parler d'un inconscient, d'un subconscient et d'une force liée à ce subconscient, cet inconscient. Ça a un pouvoir sur notre moment présent, sur notre manière d'être, etc.
donc, quelle que soit la branche qu'on va étudier ou qu'on n'étudie pas, mais qu'on se dit, il faut que je sois heureux, et quel que soit, comment le dire, le bateau auquel on va se raccrocher, qu'on se dise, bon, je vais lire sur il faut que je lise sur la spiritualité, il faut que je lise, il faut que je me documente, parce qu'on ne peut pas être heureux sans se documenter, c'est pas possible. On ne nous l'apprend pas. Donc on ne peut pas être heureux sans se documenter. Vraiment, il faut se documenter. Donc quelle que soit votre source d'information, ça reliera toujours, puisque moi je me documente sur vraiment toutes ces sources que je vous cite. Mais si vous vous dites, bon, moi je vais acheter un livre de Thich Nhat Hanh, bon, bah là vous allez en mode spiritualité, bouddhisme. Que vous alliez là ou que vous vous dites, bon allez je vais me documenter sur l'autisme par exemple, parce que si cette fille elle dit qu'elle est autiste, vu que moi ma vie c'est un peu la même que la sienne, je dois être autiste aussi, c'est tellement, donc documentez-vous et vous allez voir que oui vous êtes autiste, et c'est pas parce que vous êtes autiste là maintenant que ça veut dire que vous allez être autiste toute votre vie, dans les aspects négatifs de l'autisme. En fait, c'est ça, de l'autisme ou de l'eau potentiel émotionnel, c'est pareil. Enfin, ce que je veux dire, c'est que et dans la schizophrénie, c'est pareil, parce que la schizophrénie, c'est un dédoublement de personnalité. On a une perte de contrôle de notre conscience, il y a un moment, il y a comme quelque chose qui nous fait vriller et on n'est plus maître de notre action. Et ça, si on arrive à le contrôler lorsqu'on n'est pas en crise schizophrénique et qu'on pratique la méditation et la pleine conscience, je pense qu'on peut se soigner de sa schizophrénie, puisque pour ma part j'avais des tendances schizophrènes, j'étais pas schizophrène totalement, mais j'avais des tendances schizophrènes, et de toute façon Eckhart Tolle là lui dit qu'on est tous schizophrènes. Et c'est quoi la schizophrénie? C'est une voix dans la tête. Et c'est quoi la schizophrénie négative? C'est cette voix mauvaise, et la schizophrénie positive c'est celle qui vous booste, mais c'est la voix, donc la voix on l'a tous. Donc en fait on est tous schizophrènes bien entendu, mais après le problème c'est quel type de schizophrénie nous portons en nous. Est-ce que nous sommes schizophrènes à aller tuer notre voisin, ou est-ce que nous sommes schizophrènes à aller réaliser nos rêves en entendant cette petite voix qui dit tu es capable et tu es capable. Voilà, donc du coup, quelle que soit la branche que vous allez décider d'étudier, parce qu'il faut que vous étudiez le bonheur, vous ne pouvez pas c'est votre propre école en fait, c'est-à-dire qu'on nous a formés à l'école d'une certaine manière, que la plupart d'entre nous diront que ça a été ennuyant, je pense, pour beaucoup d'entre nous. C'est très peu les gens qui ont vraiment adoré l'école et qui ont été très bien à que ça leur serve tout, même dans tous les cas qu'ils auraient aimé l'école et qu'ils finiraient là ingénieurs et tout ça. Un ingénieur il est peut-être super bon en mathématiques, mais peut-être qu'il aura oublié les 3/4 de parler l'anglais par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que même si vous avez été bon à l'école, c'est pas possible qu'avec toutes les heures qu'on nous a mis dans la tête, on retienne tout en fait. On sélectionnera, donc on a passé beaucoup d'heures à étudier des choses qui ne nous intéressaient pas, pour lesquelles on n'était pas du tout prédestiné, préposé et prédestiné à faire que ça nous intéresserait. Et du coup, si on n'est pas intéressé, on ne peut pas suivre quelque chose et on nous impose ça. Donc, c'est à nous maintenant de faire notre propre école, c'est l'école de la vie quoi en fait, hein, et de nous éduquer et de nous auto-informer de ce qui est utile à la création de notre avenir. Voilà. Donc si on ne se documente pas et qu'on ne s'informe pas, je suis désolée, votre vie ne va pas changer. Il ne faut donc pas vous en plaindre et profiter de la manière dont elle se passe, elle se déroule. Puisque si vous n'avez pas envie qu'elle change, ça veut dire que vous êtes heureux. Si vous n'êtes pas heureux, donc il faudrait que logiquement vous ayez envie de la changer. Donc si vous n'êtes pas heureux et que vous ne voulez pas la changer,
quelle que soit la raison pour laquelle vous ne voulez pas la changer, parce que vous pensez que c'est impossible, parce que depuis toujours c'est comme ça que ça se passe, vous êtes victime de tout, du pire, de tout ce qu'on a pu vous faire et de tout ce que vous avez pu subir, etc. D'accord, c'est une chose, c'est clair que de naître d'un père violeur et d'un frère incestueux et je ne sais quoi, je parle pas pour moi là, je parle pour des cas vraiment, enfin le frère si, mais pas le papa, mon papa n'a pas fait ça. Ce que je veux dire, c'est que bien entendu, il y a des cas plus lourds que d'autres. Mais c'est à vous maintenant de vous dire, bon, j'ai assez payé en fait ces graines qu'on m'a arrosées, parce que bien entendu, même si vos parents vous ont fait le plus de mal qu'ils pouvaient vous faire, et que ça n'a pas forcément arrosé des graines de méchanceté en vous, ça a forcément arrosé des graines d'humiliation, d'auto-sabotage, de tristesse, de timidité, d'émotions qui sont finalement peut-être pas dans la faire souffrir l'autre, mais qui vous font souffrir vous en fait. Donc vous avez eu des mauvaises graines qui ont été arrosées. Pour ma part, avec l'expérience de vie que j'ai eue dans cette première vie où je vous disais, là, enfin cette deuxième vie qui commençait à partir de l'âge de mes 15 ans, avec le premier viol là, du pédophile, j'ai eu trop de graines qui ont été arrosées par l'extérieur et qui ont provoqué en moi que j'étais devenue à la fin vraiment quelqu'un, j'étais pas méchante tout le temps, mais oui, j'avais cette graine de méchanceté en moi où qu'il ne fallait plus me déranger et m'embêter, parce que sinon je devenais vraiment un petit monstre. Et j'avais la graine de la narcissité, perversité, narcissité, le sadisme qui s'était développé. Donc du coup, il a fallu que j'arrose mes propres graines en me disant je ne vais pas être heureuse comme ça en m'énervant et en cassant des chaises et je jugeais beaucoup, je critiquais beaucoup, enfin j'avais plein de graines, comme tout le monde en fait, hein. Après tout le monde critique, tout le monde juge, mais c'est bien de le changer, parce que vraiment je vous assure que quand vous le faites, après vous vous rendez compte que vous êtes en mode jugement, et ça, vous sentez le poison dans vous dès que vous êtes en train de juger, ou que votre ego il vient pour se comparer et dire je suis le meilleur, regarde je suis mieux, vous sentez en vous, pour là j'ai pas pour ma part, à force de pratiquer cette observation, de toujours regarder mes défauts pour pouvoir les transformer, j'arrive à sentir quand l'ego il est présent là et qu'il se montre, et ça m'envoie une dose de poison, c'est horrible. Sincèrement, c'est horrible. Et quand on ne s'en libère pas et qu'on ne fait pas le travail personnel qu'on doit faire pour se quitter de cet ego qui nous fait souffrir et puis qui nous mène à juger les autres et du coup à être prisonnier de ces barrières de conception la plupart du temps erronée, parce qu'on est souvent bien éloigné de la vérité, de ce qu'on croit percevoir, de ce qui c'est vraiment. Ça c'est aussi un enseignement du bouddhisme qui compare la perception erronée à un tuyau d'arrosage qu'on croit que c'est un serpent et qui n'en est pas un. Du coup on saute, on a peur et en fait on s'est fait une dose d'adrénaline et de peur pour rien, parce que finalement c'était pas un serpent, c'était un tuyau d'arrosage. Et ça c'est la même chose avec les gens. Quand on croit ceci, cela, on ne parle pas parce qu'on se dit cette personne est comme ci, comme ça, on a peur, on prend des distances, alors qu'en fait si on brise la barrière de la perception érodée et qu'on se rendait compte que le serpent n'en était pas un mais un tuyau d'arrosage, on se rendait compte que cette personne qui a l'air d'être comme elle croit, que nous croyons qu'elle est, n'est pas du tout comme elle est, comme nous croyions qu'elle était. Donc après aussi on peut avoir des dons de perception et d'intuition et percevoir des gens, mais de toute façon lorsqu'on travaille à œuvrer, à devenir quelqu'un de bien, on n'arrive plus après à juger quelqu'un par une apparence, même quand bien même on ne se tromperait pas, on arrive à passer outre finalement cette carapace, ce masque que porte cette personne, et à aller piquer dans le cœur, et là on sait qu'on y trouve l'amour et la lumière pure, malgré que ce soit caché par quel que soit le nombre de couches de masques qu'il y a. Cette auto-observation dans le but d'une évolution personnelle amène à un moment, ce regard qu'on a sur nous, de que, eh bien finalement, je change mes côtés négatifs et je les transforme en positifs, ça nous amène à le voir dans l'autre en fait. Parce qu'on est des reflets aussi, donc en fait on peut voir qu'en l'autre ce qu'on est nous.
Donc si vous voyez en vous la lumière, l'amour, c'est ce que vous allez voir en l'autre, malgré le pire masque qu'il peut porter cette personne, que ce soit un pédophile, un pire personne du monde entier, vous n'allez plus voir le masque. Vous allez, malgré les pires actes qu'il a fait, vous allez voir à travers ce masque et vous allez aller dans le cœur même et trouver l'amour et la lumière. Bon là, il faut travailler ça. Hein. C'est pas mal d'années de pratique, mais ça arrive quand même relativement rapidement en fait. On arrive rapidement à percevoir cela dans les gens, à voir qu'on n'est pas... si nous on arrive à retirer ces carapaces, ces couches et les transformer de négativité et à les transformer en lumière et à les transformer en fait en lumière, hein, parce que c'est de l'obscurité, c'est de là que jaillit la lumière. Après on a cette possibilité de le voir en l'autre. Donc la base de la vidéo que je voulais faire, c'était ça. Je voulais vous donner les exemples de ce qu'on peut transformer en parlant de mon expérience, parce que après bien sûr mon expérience finalement c'est l'expérience qui est liée à l'enseignement du bouddhisme. Alors je ne suis pas encore un Bouddha, mais c'est à ce à quoi je travaille, et en fait finalement en voulant devenir un Bouddha, ben, je suis en train de finalement inconsciemment appliquer cet enseignement, cette pratique de cette sagesse du bouddhisme qui est devenue une religion, et en fait finalement ben, je suis en train de devenir un être illuminé petit à petit. Je m'élimine les couches là petit à petit, et puis j'observe ce qui reste encore de couches, et puis bah, je continue de travailler sur ces couches jusqu'à ce que je vais atteindre vraiment la profondeur de mon cœur, à être un être illuminé qui finalement aura suffisamment travaillé sur lui-même pour ne plus souffrir de quoi qu'il se puisse passer à l'extérieur, et qui sera arrivé à un travail personnel suffisant afin finalement d'arriver à l'enseignement du 5e accord Toltec, qui est le jugement dernier. Puisque lorsque vous arrivez à vous retirer complètement de toutes ces couches qui finalement sont liées à un mental distordu par une vision faussée, par un arrosage de trop de mauvaises graines, vous n'avez pas la vision claire. Et lorsque vous éliminez petit à petit ces graines qui ont fait pousser des mauvaises herbes, vous déblayez, et à la fin, il n'y a plus de mauvaises herbes, malgré que les mauvaises herbes sont utiles. Parce que sans mauvaises herbes, on dit les mauvaises herbes, mais finalement, les mauvaises herbes, elles sont utiles, parce qu'imaginez que s'il n'y avait pas de mauvaises herbes dans des prairies, mais ça serait de la terre partout noire. Et en fait, peut-être en plus, les mauvaises herbes, lorsqu'elles meurent, elles font de l'engrais et tout ça. Bien sûr que les mauvaises herbes sont utiles. Et de la même manière qu'elles sont utiles pour la nature, elles sont aussi utiles pour nous-mêmes, notre éveil spirituel, puisque de ces mauvaises herbes naît un éveil spirituel. À force de déblayer les mauvaises herbes, et ben on a un terrain propice à une bonne récolte d'une belle plantation. Et la belle plantation, bah, c'est la plantation de la conscience, hein, ça c'est clair et net. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, la plantation de l'amour, du respect, de la tolérance, de la compassion, c'est lié à la conscience. Et en travaillant sur cette conscience par le biais de l'observation, par le biais de la pleine conscience, bah, c'est un travail, hein. Vraiment, il faut travailler. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les résultats, c'est clair et net. Et vous n'aurez, du coup, vous n'atteindrez pas cette libération. Et ce 5e accord Toltec, là, de Don Miguel Ruiz, les 4 premiers, ce sont ne pas faire de suppositions, ne pas prendre les choses personnellement, être impeccable avec sa parole et faire de son mieux. Et le 5e accord Toltec, c'est la fin le jugement dernier. Donc en fait, quand vous avez réussi à passer outre toutes ces carapaces que vous aviez, que vous portiez, tous ces masques que vous étiez mis pour vous protéger aussi, pour qui étaient vos défenses, on nous a fait tellement de mal qu'on se met des masques pour se défendre en fait. Et du coup, quand on est adulte, ben on est couvert de masques et on n'est plus libre d'être un être lumineux et qui répond à l'amour, parce qu'on a trop de masques de défense
et de je te pique, tu m'as piqué, genre je te pique, je te pique, ou masque de la peur. On m'a trop piqué, alors je te pique pas, mais alors j'ai peur de toi, ou alors le masque de la méfiance, ou le masque même de la radinerie, de ne pas pouvoir donner parce qu'on a peur qu'on nous a tellement pris et abusé. Si on nous a pris par le viol ou par l'abus psychologique, on nous a pris notre capacité de pouvoir dire non ou oui, et du coup on est facilement, on a peur qu'on nous prenne. Donc du coup même les gens nos grands-parents qui ont fait la guerre et tout ça, il y a souvent le côté radin qui ressort, économe, radin, vous l'appellerez comme vous voulez, et je l'avais ce truc là aussi, j'ai dû bien le travailler pour m'en libérer, et ça revient un petit peu des fois, mais je sais que c'est pas grave, ça c'est en train de se libérer totalement. Bah oui, parce que nos grands-parents ont fait la guerre, et ma maman elle faisait toujours des petites blagues avec mon père, elle lui piquait sa nourriture pour rigoler, mais du coup j'ai été éduquée un peu comme ça. Et je pense que ça m'a traumatisée en fait, du fait que nous venons de la guerre et que inconsciemment nos anciennes générations portent en eux la peur de manquer, et qu'en plus si votre maman elle fait ce petit jeu de toujours piquer la nourriture du papa devant vous, bah du coup ça crée en vous cette peur de manquer ou qu'on vous vole, et du coup j'avais ce côté là que j'avais beaucoup de mal à partager avec vraiment bonne intention et bon cœur ma nourriture. C'était horrible d'ailleurs, le sentiment, le poison que ça m'a libéré en moi lorsque j'étais en train de manger, je ne sais pas, moi par exemple, je n'ai pas d'exemple, n'importe quoi, manger quelque chose, mais un truc que je pourrais partager, par exemple un pain au chocolat, ou je ne sais pas moi, un paquet de biscuits, ou je le voulais pour moi en fait, et si quelqu'un allait passer par là, ça me provoquait, mon Dieu, attention, inconsciemment quoi, il va falloir que tu partages ou on va te le piquer, et du coup ça me faisait battre, j'avais du poison qui s'est libéré en moi, et je ne vivais pas bien du tout le moment où je me retrouvais confrontée à avoir de la nourriture, quel que soit le type de nourriture, un fruit, une moitié de papaye, ça m'est arrivé, je me souviens, je sais plus dans quel pays que je faisais à l'époque, et j'avais une demi-papaye qui était énorme, je pouvais partager ça avec 15 personnes, et moi dans ma tête j'allais la manger toute seule, et je me souviens que quand elle était venue avec moi s'asseoir, et je me disais mais je peux pas manger cette papaye à côté de la personne comme ça et ne pas lui proposer, et c'était pour moi un dilemme énorme de devoir partager la papaye, et je me souviens que je m'étais forcée en me disant il faut que tu te libères de ce poison quoi, allez partage ta papaye, et bien entendu avant que je disais comme ça partage ta papaye, il m'a eu plein de fois où je me forçais à partager par éducation comme ça, mais ça provoquait toujours en moi cette peur de manquer ou qu'on me vole. Et puis aussi il y a eu plein de fois où je me suis fait abuser comme ça, où je par exemple une fois dans un festival à Paris, enfin c'est juste pour vous montrer l'exemple, mais je vais à cette époque là, j'allais juste au McDonald's, je n'ai jamais vraiment été fan de McDonald's, mais comme c'était Paris Festival, j'allais aller au McDonald's pour prendre une portion de luxe potatoes, et j'ai regardé les prix et je trouvais ça cher. Et je fais attention à ce que je vais dépenser et tout, et je prends en médium et pas en large. Et parce que c'était genre 8 € le truc, je disais mais c'est trop cher pour des patates quoi, des pommes de terre. Et donc je prends de médium, bref je sors, je mange mon truc, et là il y a un garçon que je connais de nulle part qui me dit tu manges de ça, fais goûter. Et il me prend une, c'est bon, et il me prend deux, il prend trois comme ça, et je le regarde. Et j'étais incapable de réagir, mais vraiment incapable de réagir, mon cœur se contracter quoi, c'était j'avais un sentiment de tristesse déjà parce que je me sentais abusée, et écœurée, j'avais envie de le frapper en même temps, c'était un mélange de plein d'émotions, et puis là c'était vraiment l'accumulation de que on m'a tellement abusée dans ma vie aussi, qu'il y a eu vraiment un moment où j'étais vraiment incapable d'exprimer mon ressenti en fait, et je me faisais abuser de tous les côtés sans être capable de dire mais non, j'ai une barrière, et ça c'est non quoi. Là il aurait vraiment fallu que je dise à ce mec mais attends, mais tu te prends pour qui quoi, t'as demandé à qui là pour me prendre de la pomme de terre. Donc en fait en ce moment là, en plus je voulais pas paraître pour la radin justement, donc ça m'est arrivé beaucoup de fois de me faire abuser et de ne pas oser dire non, parce que j'avais l'impression que si je disais non, j'allais me faire passer pour quelqu'un de radin.
Alors que pas du tout, c'est pas parce que vous dites à la personne que vous connaissez de nulle part, qui est en train de vous voler, c'est un vol, clairement, vos pommes de terre, voilà. Donc c'est un petit abus, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, à force d'en avoir un par-ci par-là, bon, on est traumatisé de tous les côtés, en fait. Donc voilà. Donc ce truc, pour en revenir à la transformation, bah ça, la radinerie, ça a été parce que du coup, j'avais peur inconsciemment de partager, ou j'avais peur qu'on me vole, et j'avais vraiment un problème avec ça, il a fallu que je m'en libère, et j'ai travaillé là-dessus à me forcer que ça vienne de moi, proposer, est-ce que tu veux, et que vraiment, que de mon cœur sorte là, le partage. Voilà, j'ai travaillé là-dessus. Donc je l'ai travaillé pendant, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, ça fait maintenant, je vous dis, ça fait depuis 2015, 2016, plus ou moins, que je suis sur le travail personnel d'éliminer petit à petit, à chaque fois, comme ça, les mauvaises graines qui ont été semoncées en moi. Donc je pense que bien entendu, les premières graines ont été les graines de l'auto-sabotage, qui étaient donc liées à toutes les addictions. Donc j'ai d'abord éliminé tout ce qui était addiction, cocaïne, crack, ecstasy, alcool, cannabis, tabac. Ça a été les premières addictions que j'ai libérées. J'ai arrêté de les arroser. Mais pour ne pas, donc j'ai remplacé une par une, hein, ça a été une par année à peu près, hein, et des fois 2 par année, c'est-à-dire que le tabac, cannabis, je l'ai fait la même année par exemple. Cocaïne, crack, c'était la même année. Cocaïne, crack, ecstasy, tout ça, là, la même année, j'ai dit j'arrête les drogues dures en fait. J'ai pas, parce que là sinon je serais encore en train d'arrêter des choses comme ça, parce que j'avais trop d'addictions de tous les côtés, donc j'ai dit j'arrête les drogues dures. Mais il me fallait un substitut, donc du coup, c'est sur ça que je voulais vous amener la vidéo. La transformation passe par la substitution en fait, aussi bien de nos addictions que de nos mauvaises graines en tant que personnalité. Et que ce soit une personnalité liée au fait que nous sommes nés autistes ou que nous le sommes devenus et que nous avons développé une personnalité autistique, il n'y a que vous qui puissiez faire l'expérience. Si on vous a dit que vous êtes né autiste et que vous êtes diagnostiqué autiste, bon, si vous y croyez, et c'est certainement vrai, bien entendu, vous êtes né autiste puisque vous avez une différence cognitive, bien entendu. Il n'y a aucun doute là-dessus. De la même manière qu'il n'y a aucun doute sur le fait que j'ai développé les personnalités autistiques ou que je suis née comme ça, je ne le saurais jamais. Hein. Personnellement, si je suis née ou... je pense pas que je le saurais. Hein. Il faudrait que je me fasse diagnostiquer et je pense pas de toute façon que j'aurais une réponse claire à ça. Je mettrais toujours en doute le diagnostic. Même si on me disait oui, tu es né autiste, j'aurais toujours un doute en fait. Donc ça sert à rien que j'aille chercher un diagnostic que je vais toujours douter en fait. Parce que je ne serai jamais vraiment sûre de ce résultat en fait, puisque en fait ce résultat vient d'un débat de spécialistes qui ne vous connaissent pas et qui viennent enquêter sur votre famille, qui ont tendance à dire des choses qui peuvent être fausses ou mal interprétées, comme le Boris Cyrulnik l'a exprimé l'autre fois dans une vidéo que j'ai écoutée, où il disait qu'en fait sa vision qu'il avait du souvenir de quand il était petit pendant la guerre, par exemple lorsqu'il s'est échappé là avec les nazis et tout ça, puis qu'il était arrivé je sais plus tout quoi dans une école qui lui a ouvert les portes, enfin je sais plus, donc il disait j'avais la vision que la porte était grande et tout ça, enfin bref, et puis à l'âge de 50 ans il est retourné sur le lieu de son enfance, et en fait il s'est rendu compte que par exemple la dame qui l'a aidé à s'échapper, il la voyait brune, je crois, et en fait elle était blonde. Voilà, il y a plein de souvenirs qu'il avait qui n'étaient pas du tout réels en fait, qui n'étaient pas du tout. Donc en fait, c'est pour ça que vos parents vont témoigner de quelque chose. Bah, si c'est comme le truc de Boris Cyrulnik qui voit la dame blonde alors qu'elle était brune, bah, c'est pareil. Si vos parents disent quelque chose et que c'est complètement éloigné du truc, bah, du coup après les spécialistes se basent sur des témoignages de gens d'un truc qui s'est passé il y a 30 ans, parce que là je parle des diagnostics tardifs bien entendu, de ceux qui ont passé les âges de 25-30 ans. Même 25 ans, même 20 ans quoi. C'est-à-dire que vos parents, comment vous pouvez être sûr que vraiment ils vont donner la vision juste et pas faussée d'un comportement d'un petit enfant lorsqu'il avait 3 ans, 2 ans, parce que c'est ça en fait qu'ils font les spécialistes. Ils vont se baser ils enquêtent sur la famille, et de là, puis aussi ils vous posent des questions, ils vous font faire des tests. Et vous c'est pareil, du coup si Boris Cyrulnik il a cru que la dame elle était blonde et qu'en fait elle était brune et qu'il croyait que la porte elle était grande et ceci, cela,
et qui nous prouve, Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre, que le regard de nos souvenirs évolue avec le temps, bah vous c'est pareil, quand vous cochez vos petites croix lors de diagnostic, votre vision de comment c'était quand vous étiez petit et ce que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est complètement différent. Donc vous allez cocher des choses qui sont peut-être pas du tout vraies en fait. En plus, si vous êtes persuadé, parce que si vous faites le diagnostic d'autisme, c'est que déjà vous êtes à 80% sûr que vous l'êtes en fait. Donc inconsciemment, vous allez forcément être guidé à cocher les trucs qui j'aurais tendance à dire, qui démontrent, parce que vous serez documenté. Si vous rentrez dans le monde de l'autisme, ça veut dire que vous vous rendez compte que vous avez une personnalité autistique et vous allez vous documenter, c'est obligé, parce que si vous avez une personnalité autistique, ça veut dire que vous avez certainement, la plupart du temps, une grande intelligence et un potentiel d'intelligence et d'auto-éducation, en fait, finalement, et vous allez faire de l'autisme un peu comme un intérêt spécifique, entre guillemets. Vous allez vous documenter et vous allez finalement connaître bien l'autisme, et lorsque vous allez arriver au moment du diagnostic, bah, vous allez cocher les croix inconsciemment qui vous dirigent à que le résultat, et plus l'enquête faite auprès de la famille, à tout ça, à la fin, ça va faire que oui, vous ressortez autiste. Donc cette croyance qu'on vous dit que c'est autiste et que c'est pas une maladie, que c'est une différence cognitive et que ça ne se soigne pas, le fait qu'on nous dise ça, que ça ne se soigne pas, donc ce qui veut dire que si ça ne se soigne pas, ça veut dire que les comorbidités dont nous sommes victimes liées au fait que nous sommes autistes ne peuvent pas évoluer. Et en même temps, dans cette affirmation que disent les spécialistes, il y a une contradiction incroyable. Les spécialistes disent toujours que les traits autistiques évoluent en fonction de l'environnement. Donc, là, ça amène à l'épigénétique. Selon l'environnement, on change nos gènes. Et selon notre environnement, ça influence les gènes qui influencent sur notre personnalité. Donc oui, nous avons une personnalité autistique, bien entendu, si on est toujours dans un environnement avec un pervers narcissique, avec des gens qui nous font du mal, avec le fait qu'on prenne des drogues et qu'on reproduise une dissociation. Surtout que lorsque j'ai fini d'écrire le livre, là, Encore un jour et c'est demain, et j'ai voulu informer le lecteur sur la dissociation liée au viol, je me suis rendu compte que le fait d'être violé et que cela provoque un mécanisme neuro-bio psycho naturel en fait, qui évite que nous fassions un arrêt cardiaque ou un arrêt cérébral, un accident vasculaire, pardon. Donc ça provoque une dissociation corps-esprit, et en fait cette dissociation corps-esprit, les impacts de ça dans l'âge adulte vont répercuter en fait un développement d'une personnalité qui ont exactement les mêmes traits que la personnalité autistique. Donc moi qui ai été violée autant de fois, bien entendu, que je sois née ou pas autiste, ça amène au fait que j'ai développé une personnalité autistique. Mais vous, si vous êtes né autiste, qu'on vous dit oui, vous êtes né autiste et vous êtes persuadé que vous êtes né autiste, d'accord, vous êtes né autiste, d'accord peut-être, mais si vous n'oubliez pas que les spécialistes disent également que les traits de personnalité autistique évoluent selon l'environnement, ça veut bien dire que vous pouvez diminuer, voire faire disparaître. Et qu'est-ce qu'on veut faire diminuer ou disparaître? Ce qui nous colle à la peau et qui nous embête et qui nous empêche d'être heureux. Voilà. Donc, maintenant, vous me croyez ou vous ne croyez pas, ce n'est pas mon problème. J'aurais tendance à dire que les vidéos que je fais, elles sont là pour ceux qui vont y croire. Dans le sens que ceux qui vont y croire, ils se sont déjà renseignés et qui sont amenés à vont regarder ce genre de vidéos qui vont confirmer ce qu'ils pensent déjà, que finalement ils ne veulent pas être ce que ces spécialistes disent que nous sommes. Comme on m'a dit que j'étais tendance schizophrène, que on m'a dit que j'étais bipolaire, qu'on m'a dit ceci, stupide à l'école, incapable de nager, incapable de chanter, incapable de tout. Pas que je veuille me vanter, mais je réussis à la fin de toute cette incapacité à transformer cela, et j'ai appris l'italien en 4 jours et je suis devenue productrice de musique, et je viens de finir le livre qui est sur YouTube en mode audio, et que j'ai mis le PDF, là si vous voulez le lire en mode PDF, dans le lien de la description du livre, Encore un jour et c'est demain, et je suis en train de devenir un Bouddha.
Donc un Bouddha peut-être à la base qui était nul, bah, de cette mauvaise graine d'incapacité, je suis en train de faire j'applique ces neurosciences-là et je transforme cette incapacité et cette obscurité liée à mon passé sordide en lumière et en hyper créativité. Puisque du coup, quand vous dites je veux être heureux, et être heureux ça ne sonne pas avec bipolaire ni avec schizophrène, parce que c'est clair que si je veux être heureux mais que je suis schizophrène et que demain je prends le risque de tuer mon voisin, ou je suis schizophrène et je prends le risque de me tendance schizophrène, même quand bien nous ne serions pas schizophrènes à 100%, mais que je prends le risque de me suicider comme mon frère l'a fait, parce que c'est au moment là le suicide, qu'on le dise ou non, que ce soit un raptus comme on le dit dans le monde aussi médical par rapport lié aux hommes, que c'est compulsif et que ça touche que les hommes selon leur environnement de travail, qui sont stressés, et du coup hop ils vont avoir une impulsion, ils vont se suicider, c'est un raptus, ça s'appelle. À ce moment-là, on le traduit, moi j'appelle ça la schizophrénie. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont écouté la voix, ils se sont identifiés à la voix et ils ont fait ce que la voix leur dit. Suicide-toi. À mon frère, c'était prends la corde et mets-la toi autour du cou. À une autre personne que j'ai connue, qui était un capitaine de police, que j'ai pas connu moi personnellement, mais j'ai connu les parents que leur fils se suicidait comme ça. Il est monté dans le grenier et il a pris le sapin de Noël et la voix lui a dit non mais là tu peux pas refaire. Il était capitaine de police, il a fait beaucoup de travail, il était débordé et mauvaise ambiance avec une femme qui lui faisait la misère pour prendre son poste de capitaine. Donc il était en dépression et voilà, c'est un burn-out, d'autres l'appellent. Il y en a qui vont l'appeler raptus, il y en a qui vont l'appeler burn-out, et j'appelle ça schizophrénie. Mais dans tous les cas, c'est schizophrénie, parce que c'est-à-dire que le burn-out, c'est pareil. Le burn-out, on n'est plus conscient de qu'on est fatigué et qu'il y a une voix on est tellement épuisé que cette voix, elle prend le dessus, on n'est plus capable de faire le travail de se dire il faut que je me repose. Il faut que je me repose, je suis en train de vriller et j'ai une voix qui est en train de me dire tout et n'importe quoi et il faut que je me repose, sinon je vais finir par écouter cette voix-là. On devient complètement inconscient. Voilà, donc je vais revenir sur les graines, je parlais de la radinerie et tout ça, je vais vous donner des exemples de ce que j'ai éliminé. Donc du coup, ce que je vous disais là, les drogues et tout ça, je l'ai fait dans un package. Donc pour remplacer les drogues dures, j'ai fait du sport, donc j'ai commencé à nager 1 heure par jour. J'avais très mal au dos chroniquement à cause de ce viol, de tous ces viols, de ce premier viol, mais de tous ces viols à répétition. Bien entendu, et quand bien même je n'aurais pas répété la dissociation, une seule dissociation est suffisante pour provoquer des douleurs chroniques. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, bien entendu. Tout ce que je vous dis, je le répète toujours, je ne dis rien, je ne fais que répéter. Ça, vous allez sur internet, vous tapez dissociation viol, vous allez avoir tout le résumé de ce que je vous dis brièvement, parce que là, ça fait 1h07 quand même. Moi, je peux pas tout dire, hein, je peux pas. C'est compliqué dans une vidéo d'aller dire tous les domaines, neurosciences, psychiatrie, psychologie. Déjà, je suis pas calée pour aller parler de tout bien comme il faut, rapidement et condensé, mais je sais que les gens qui finalement ont des troubles de déficit de l'attention, ils ont su souvent, comme j'ai pu l'avoir également, il y a une grande intelligence derrière, c'est juste qu'on vrille un peu au niveau de l'attention. Bien, il y a de la concentration, mais ça, la méditation permet d'éradiquer ce problème de concentration. Et donc du coup, on a souvent une grande intelligence et on est un peu comme hypnotisé par ce genre de vidéos qui ont des débits comme ça de toutes sortes d'informations, parce que finalement c'est ce dont on a besoin, nourrir notre cerveau d'informations utiles. Comparé à la majorité des informations qui sont, par exemple, comme là j'ai regardé le débat politique avec les deux présidents là, qui veulent se présenter, enfin les deux partis. J'ai vraiment vu 3 heures de blabla, c'est du blabla pour moi, blablabla, blablabla, c'est inutile et blablabla. Voilà, donc c'était la première fois que j'ai regardé et je pense que c'est peut-être, je sais pas si c'est la dernière fois, mais j'ai vraiment halluciné de leur capacité à nous endormir. Voilà, parce que vraiment ils sont forts, hein. Là il n'y a pas à dire, ils ont été bien dressés et bien formatés, ils ont vraiment un très bonne élocution, mais ce n'est pas utile pour nous à notre bonheur, donc ni à sauver la planète, tout ce qu'ils disent, puisque à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a un qui donne contre l'autre et l'autre qui dit oui mais contre ça, et en fait finalement à la fin on finit de ça et vraiment on est perdu, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement les deux c'est un peu comme ça, et bon oui, enfin
enfin, je vais pas m'écarter du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que si vous écoutez encore la vidéo là à 1h09, c'est que vous avez une capacité finalement de concentration qui est différente de celle que vous croyez. C'est parce que si vous n'arrivez pas à vous concentrer jusqu'à présent sur les choses qui font partie de votre vie, c'est parce que ces choses ne vous intéressent pas. Tout simplement. Et après, ça se travaille. Et comment on le travaille, cette capacité de concentration, en faisant des choses qui nous intéressent. Voilà, donc je vais revenir sur les drogues, là, tout ça, toutes les addictions que j'ai éliminées avec... ce que je veux dire, c'est qu'à chaque élimination, il y a une transformation et un opposé. Et dans la même manière dans nos conduites que dans nos traits de personnalité. Donc après, si vous avez envie de continuer, d'être autiste et schizophrène et bipolaire et trouble de déficit de l'attention et hyperactif et j'en passe, toute votre vie en étant persuadé que ça ne va jamais changer parce que ça fait 20 ans que vous êtes comme ça et que les spécialistes vous ont dit que de toute façon ça ne changera pas parce que votre mère est comme ça et que ceci, cela, bon, bah... j'ai rien à vous... Je suis pas là pour aller vous dire que votre croyance, elle est fausse. Moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est de vous parler de mon expérience et de vous dire que de comment on m'a fait devenir ce petit monstre-là avec plein de graines négatives. Je suis en train de transformer tout ça pour devenir un petit Bouddha. Voilà. Que vous y croyez ou non, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour transmettre une expérience. Après, vous y croyez, tant mieux. Vous n'y croyez pas, tant mieux pour vous. J'aurais tendance à dire, moi, personnellement, je m'en fiche, en fait. C'est-à-dire que je m'en fiche dans le sens où je les connais, les résultats, puisque je suis en train de le faire, en fait. J'ai pas besoin d'aller convaincre personne. C'est ça que je veux vous dire. Je fais pas ça pour aller valoriser justement cet ego qu'on pourrait dire « Ah, t'as vu, ce qu'elle dit, c'est vrai, tout ça. » Non. J'ai pas besoin de ça parce que je suis en train de le vivre, en fait. Je l'ai fait, l'expérience. Et oui, je vous garantis, je vous garantis que pour ma propre expérience, ça marche. Mais je peux vous garantir une chose aussi, c'est que je lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Et c'est un effort permanent et quotidien. Et ça s'oppose... La permanence de l'effort et de l'autodiscipline, ça s'oppose à l'impermanence de toute chose. C'est lié au concept du bouddhisme, que toute chose est impermanente, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est stable, il n'y a rien qui est fixe. Et si on se base sur ça, et aussi c'était ce que disait Lavoisier, qui était je sais plus trop ce qu'il était, enfin finalement il a été controversé parce que j'ai écouté il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait que finalement il n'était pas ce qu'il prétendait qu'il était juste quelqu'un de la bonne classe sociale et qu'il s'était accoquiné je ne sais pas qui et il s'était mis le faux nom, le faux titre de physicien, je ne sais quoi, enfin bref, en tout cas il a quand même sorti une phrase qui est importante de dire que rien ne meurt, tout évolue et tout se transforme. Donc finalement, c'est pas trop grave. Voilà, des fois, on peut pas vraiment savoir vraiment tout le temps si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, on peut prendre quand même des choses qui nous permettent de se dire, ok, si rien ne meurt et que tout se transforme, ça prouve l'impermanence du bouddhisme, du concept du bouddhisme. Donc si tout se transforme, mais bien entendu, l'autisme se transforme, bien entendu, la schizophrénie se transforme, bien entendu, l'anorexie se transforme, bien entendu, la boulimie se transforme, tout se transforme, la méchanceté se transforme, la perversité se transforme, l'hypocrisie se transforme, le jugement se transforme, tout se transforme. Donc, j'avais vraiment, je pense que comme tout le monde, j'avais la totale au niveau des mauvaises graines, quoi. Je pense, après, il y en a peut-être d'autres, ça sera moins amplifié que comme c'était chez moi, j'avais quand même un bon package de mauvaises graines qui était quand même bien amplifié et je travaille à les transformer en fait. Donc du coup les drogues dures là, tout ça, je les remplace avec le sport, j'ai nagé 1 heure par jour. Après j'ai arrêté l'alcool, ça je l'ai remplacé avec la pratique du yoga quand j'avais des douleurs chroniques. J'ai commencé à pratiquer le yoga, j'ai arrêté l'alcool et j'ai dit bon je vais faire du yoga à la place. Après j'ai arrêté le cannabis en premier, le cannabis je l'ai remplacé par peut-être je me suis dit je vais aller courir. Puisque je m'étais mis à la natation, voilà, j'ai toujours en fait chaque addiction, de toute façon, et le tabac, je l'ai mis en même temps, à 1 semaine près, je l'ai mis en même temps que le cannabis, et en fait c'était ça, hein, c'était le footing,
C'était pas du tout un truc que je pratiquais avant le footing. Surtout, je me souviens qu'à l'école, je détestais ça avec leur sifflet, là, les profs de sport qui sifflaient, et le petit bâtonnet là à se passer, là, le relais, c'était pas du tout mon truc. Donc voilà, je n'étais pas une grande sportive, c'est ça que je veux dire. Je n'aimais pas le sport, en plus on m'a dit que je savais pas nager, etc. etc. Ma maman m'avait fait faire de l'équitation, mais j'ai jamais vraiment considéré l'équitation comme un sport, mais plutôt comme une activité, un loisir en fait. Mais le sport, je considère plutôt ça, bien sûr, même si c'est une activité, je considère pas, même si c'est un loisir aussi, mais je le vois plutôt comme une hygiène de vie, plutôt qu'un loisir, malgré que le cheval, l'équitation, ce soit une hygiène de vie aussi, mais c'est pas pareil quand même. Je pense que, enfin, malgré qu'il faut quand même être en bonne condition pour pratiquer l'équitation quand même, un minimum, mais les sports où on est plus actif que passif, malgré que pour pratiquer l'équitation, on est les deux, on est actif et passif. Mais on va dire que le footing, c'est plus actif, on bouge son corps vraiment plus que le fait d'être assis sur le cheval. Enfin bref, donc du coup, le footing pour remplacer l'alcool et le tabac et le cannabis. Voilà, donc là j'avais éliminé les toxiques. Et ben après il me restait les traits de personnalité. Bien entendu, lorsque j'ai commencé à éliminer ces toxiques, j'avais toutes les crises là qui ressortaient, donc j'étais vraiment, j'avais des crises de perversité narcissique, en fait c'était des crises autistiques, mais ça je ne savais pas à l'époque que j'étais autiste, ou que tout au moins j'avais développé les traits de la personnalité autistique. Donc j'avais des crises autistiques, ou vous pouvez aussi les appeler des crises de rage narcissique, ou de crises de grosse colère, vous les appelez comme vous voulez. Enfin, en tout cas, je cassais les chaises, j'avais un débit de gros mots qui était disproportionné, très rapide, et qui est en fait une comorbidité de l'autisme Asperger, c'est le Gilles de la Tourette. Donc j'avais celle-là qui sortait lorsque j'étais en crise, quoi, en fait, ou crise schizophrène aussi, vous pouvez dire, parce que c'est comme un dédoublement de personnalité. On perd le contrôle de qui on est normalement, notre paix, et on devient quelqu'un d'autre, généralement un petit monstre. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je change ça de ma vie aussi, parce que ça n'allait pas être possible. Je voyais bien que je mettais ma vie en danger, parce que j'ai une histoire aussi comme ça, où je me suis mis à crier parce que j'étais énervée, enfin faire mon truc là, comme ça, à devenir un monstre. Et il y a une fille qui m'a vue, qui a dû imaginer que j'étais une bad girl, dans le sens un peu social, quoi, enfin qu'elle s'est imaginé son petit truc, et elle c'était une fille qui n'était pas forcément cas social, mais qui avait certainement été abusée par son père, j'en sais rien, mais en tout cas elle avait une force vraiment énorme, et elle avait aussi ça, la rage comme ça, et en fait elle m'a frappée, et je me suis retrouvée à l'hôpital. Donc là je me suis dit, il ne faut plus que je fasse cela, de faire des crises comme ça, parce qu'en fait finalement, selon qui j'ai en face de moi, si j'ai quelqu'un de violent, je vais provoquer sa violence, et en fait la personne va croire que je veux me battre, alors que je ne voulais pas du tout me battre. Je ne suis pas du tout dans le truc de me battre et tout ça, mais mon apparence, d'ailleurs c'est là on en revient au serpent et le tuyau d'arrosage dans la perception erronée liée à la conception du bouddhisme. Et l'apparence que je donnais de cette fille qui est une rebelle qui veut se battre, et en fait j'étais pas du tout comme ça, j'étais juste un humain complètement déstructuré et en souffrance énorme, et qui faisait exploser tout cela, et puis surtout hypersensible aussi avec tout ce monde là, le monde dans lequel nous vivons, qui faisait que voilà, j'exprimais ce que peut-être mes parents n'ont pas exprimé, ce que mon frère n'a pas exprimé, donc c'était un trop plein et tout, et ce qu'on voudra bien, et je l'exprimais. Donc voilà, donc là il fallait que je le change. Bien entendu, la pratique du sport et l'arrêt des toxiques, et le commencement de pratiquer le yoga, mon frère qui se suicide, et que du coup là je savais que j'allais y passer, ça m'a amené à la méditation, parce qu'en lisant le livre de Eckhart Tolle qui m'a soigné la schizophrénie lors du suicide de mon frère, quand j'avais les voix qui répétaient comme ça, que j'ai lu le livre et que j'ai appliqué de me désidentifier du mental, et que j'ai vu que ça avait fonctionné, que les voix s'étaient arrêtées, j'ai vraiment vu un pouvoir dans ce livre. J'ai vraiment perçu le pouvoir de ce livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. J'ai compris pourquoi le pouvoir du moment présent, et c'est là que j'ai commencé la méditation. Donc bien entendu, le fait de vouloir changer de vie et d'enlever d'abord les toxiques, les substances toxiques, et de remplacer cela par des choses bénéfiques comme le sport, la méditation, le yoga, la méditation, et aussi une nourriture saine. Je suis devenue végétarienne en même temps. Bien entendu, ça fait diminuer les crises autistiques, ou les
crises de colère, les dédoublements de personnalité, les crises à tendance schizophrène, vous les appelez comme vous voulez, mais ça les fait diminuer. Ça c'est clair qu'au lieu d'en faire 2 par semaine, vous allez en faire 1 par mois. Enfin, je disais 2 par semaine, vous allez en faire 2 par semaine, et après vous allez en faire, oui, pas 1 par mois, mais 5 par mois, et après, ou 10 par mois, après ça sera 8, après ça sera 6, jusqu'à ce qu'à un moment, vous vous rendiez compte que vous ne faites plus ça, de casser les chaises, et de crier, et de dire des gros mots, vous vous contrôlez en fait. Mais pour se contrôler, il faut pratiquer le contrôle, parce qu'en fait, à force de pratiquer la colère, on devient réaction colère. Pour remplacer cette colère, il faut donc travailler la patience. Et la patience, on la travaille déjà avec l'observation qui passe par l'observation de soi-même et qui passe donc par la pleine conscience. Je suis en train de devenir impulsif, mais ça c'est un travail, c'est-à-dire que on peut pas, il faut méditer quoi. Je veux dire, si vous ne méditez pas, vous pouvez pas, enfin, il n'y a que vous qui puissiez faire l'expérience. Si vous n'avez pas envie de méditer et vous avez envie de changer le fait que vous soyez colérique, faites l'expérience. Regardez, observez-vous quoi. Regardez observez-vous quand vous devenez en colère quoi. Regardez vos émotions, vos sensations, ce que votre cœur il a fait, ce qui s'est accéléré, vos mains qui se sont devenues moites, peut-être votre débit de parole, vous êtes devenu rouge. Observez-vous. Même si la crise a eu lieu et que vous vous êtes mis en colère, vous avez la capacité de vous souvenir plus ou moins de c'est vrai que quand je me suis mis en colère, c'est parce qu'elle m'a dit ça. Donc en fait, ce qui me fait me rendre en colère, c'est lorsqu'on me dit ça. Donc le fait que vous puissiez analyser pourquoi vous vous mettez en colère, à force d'observer cela, et vous allez vous remettre en colère. Ça sera souvent le même déclencheur, plus ou moins. Vous aurez peut-être d'autres déclencheurs. Mais à force de les observer, de vous dire « je me suis mis en colère à cause de ça », et peut-être qu'en fait, vous n'avez pas besoin de méditer, quoi. Peut-être, c'est ça aussi pourquoi j'ai fait les méditations, les vidéos, c'est pour essayer d'amener les gens à cette prise de conscience, de la pleine conscience. Donc en fait, il n'y a peut-être pas besoin de méditer pour se transformer en fait. Ça, je sais pas, il n'y a que vous qui puissiez faire l'expérience, puisque moi je suis dans la méditation, je transforme, je passe par la méditation, donc je peux pas revenir en arrière et dire non, finalement, j'arrête la méditation, c'est trop tard. Moi, j'ai fait ce chemin-là, mais je suis en train de vous dire, pour ceux qui ne me disent pas, et qui ont des problèmes de comportement, de personnalité, d'addiction, de regarder par exemple, quand est-ce que vous avez besoin de vous mettre 1 gramme de cocaïne dans le nez, ou quand est-ce que vous rendez compte que vous mettez 1 gramme de cocaïne dans le nez, quand ça vous fait pas d'effet, et que c'est parce que vous êtes sorti dans une soirée, et qu'en fait finalement si vous étiez resté chez vous, vous ne l'auriez pas fait, donc vous vous rendez compte que vous mettez le gramme de cocaïne dans le nez parce que vous sortez. Bon, il faut que vous arrêtiez de sortir en fait, c'est simple, et c'est possible en fait, si je l'ai fait, mais il faut que vous substituiez, c'est-à-dire que si vous restez chez vous en tournant en rond, vous n'allez pas tenir quoi, vous allez forcément prendre votre voiture, votre sortir, aller vous mettre le gramme de cocaïne dans le nez en fait, ou je dis ça, ou la bouteille de vin, les verres de whisky, ou le paquet de cigarettes, n'importe quoi. Il faut que vous substituiez, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez envie d'arrêter ces trucs-là, et il faut que vous les remplaciez par quelque chose de sain. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose de sain? Il n'y a que vous qui puissiez le trouver. Moi, je ne suis pas là pour aller vous dire ce que vous devez faire de votre vie. C'est à vous de dire, je vais aller courir, je vais aller faire du vélo, je vais me mettre à la boxe, je vais me mettre à la gymnastique, je vais aller me mettre à nager, je vais aller, je vais m'inscrire à ce truc d'apprendre à faire du macramé, ou à faire du tricot, ou je vais aller danser. Il y a tellement plein d'activités, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter d'attendre que ça se passe et de continuer de se faire du mal comme ça, quand en fait on a la capacité de changer, et relativement rapidement en fait, et je suis persuadée, parce qu'on dit oui, les addictifs, les vrais accros et tout ça, oui c'est vrai que c'est dur, mais ceux qui regardent des vidéos comme ça, on n'est pas le vrai junkie qui se drogue tous les jours à s'injecter. Là, ces cas-là, oui, je pense qu'il faudra qu'ils aillent dans les groupes où on parle, là, les trucs anonymes, pour avoir du soutien et tout ça. Mais si c'est comme des personnes comme moi je me suis droguée intensément, mais c'était pas tous les jours non plus, ça n'a pas été toute ma vie. Donc du coup, on a une chance de s'en sortir sans avoir
à se dire, ah bah non, mais je suis dépendant de l'alcool. Oui, vous êtes dépendant de l'alcool, mais vous n'êtes pas ivre-mort. Si vous regardez la vidéo là, c'est que vous n'êtes pas ivre-mort. Donc si vous n'êtes pas ivre-mort maintenant, c'est que vous n'êtes pas l'alcoolique de tous les jours qui est tout le temps alcoolique toute la journée. Non, c'est pareil, il y a des niveaux dans nos addictions. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo là, c'est que vous avez la capacité de transformer votre truc. Donc c'est ce que je vous dis, vous avez suffisamment d'activités sur cette terre et ne me dites pas que vous n'avez pas l'argent. Parce que si vous avez l'argent pour vous acheter une bouteille d'alcool, ne serait-ce que c'est une par semaine, vous remplacez cet argent que vous investissez dans des choses toxiques par une activité, tout simplement. Et c'est possible. Donc il faut arrêter de dire que oui, mais j'ai pas d'argent, moi je sais pas, je peux pas, j'ai pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, bah oui, mais vous avez quand même le temps de la boire, la bouteille. Vous avez le temps de décuver le lendemain en n'étant pas bien, en ayant mal à la tête et en ayant envie de vomir et en ayant envie de manger que du gras. Et après vous sentir ballonné parce que du coup vous avez mangé des frites et des saucisses et des trucs pas bons parce que l'alcool ça vous a pas du tout envie de manger, donner envie de manger du brocoli ou des épinards. Donc voilà, vous faites que du mal, vous faites toujours du mal. Donc il faut que vous remplaciez les addictions déjà par une activité qui remplace cela. Et après, là, on va passer à la personnalité. Donc, du coup, comme je vous disais, les crises là que je faisais, en diminuant déjà les substances toxiques, on diminue les crises et nos personnalités venimeuses. Donc, bien entendu, si on est pervers narcissique à un degré à 60%, c'est pas parce qu'on arrête les toxiques que d'un seul coup, on va faire disparaître notre perversité. Comme moi, je l'avais, la perversité narcissique sadique également, je sais pas à combien de pourcentage, mais au moins 40%, ça c'est clair. Quand j'ai arrêté les toxiques, c'était toujours là, mais ça avait diminué de 30%, au lieu de 40%, c'était 30% ou 25%, bien entendu. C'est pas comme ça s'arrête, mais comme je vous disais, le fait de se dire, ah bah tiens, pourquoi j'ai eu cette crise et j'ai cassé quelque chose, c'est parce que cette personne-là, elle m'a dit ça, ou pourquoi je me suis mis en colère, tiens, cette personne, elle m'a dit ça. Donc le fait d'analyser après coup, même si c'est déjà passé, c'est pas grave. On observe qu'est-ce qui nous a fait nous mettre dans cet état-là. Et à force d'observer comme ça, il y a un moment, je suis persuadée, et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire, et je ne pense pas que vous ayez besoin de méditer, mais peut-être qu'il faut méditer, je n'en sais rien. Si vous ne faites pas l'expérience, vous ne pouvez pas savoir. Il faut que vous fassiez l'expérience et vous analysiez comme ça pendant au moins, je dirais, 4 mois, quoi. 3-4 mois. Il faut au moins 2, 3, 4 mois, je ne sais pas combien, mais au moins 2 mois, c'est sûr, quoi. Qu'à chaque fois que vous avez un problème de colère, d'impulsivité, ou une pulsion, quelle que soit votre part d'obscurité, il faut que vous la regardiez à la lumière de votre conscience une fois que le truc est passé. C'est la pleine conscience, tout simplement. Et cette partie de la méditation, donc finalement, quand vous faites ça, vous pratiquez la méditation, en fait. Vous êtes en train de la pratiquer. Donc, il faut absolument que vous regardiez qu'est-ce qui m'a mis en colère. Et à force de toujours dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il y a un moment, à force de toujours le regarder, vous allez pouvoir le voir venir, en fait. C'est-à-dire que quand la situation va se déclencher, vous serez tellement habitué à l'avoir observé, même que c'était après coup qu'elle se soit déjà déclenchée, vous la verrez venir et vous direz, ça va me faire péter un câble. Et vous allez partir, en fait. Vous n'allez pas rentrer dans le jeu de laisser la situation, la personne, déclencher le bouton lié à toute la graine qu'on vous a arrosée, qui était la graine de colère, la graine de je ne sais quoi, et qui fait que la cocotte minute explose et hop, ça part. Impulsivité, réaction colère, sadisme, perversité narcissique, méchanceté, tout ce qu'on voudra bien. Le venin, quoi, toutes les pires traits de la personnalité, à force de les observer, il y a un moment, lorsqu'on vous les déclenchera, vous les observerez avant que ça se déclenche. Et donc, bien sûr, il faudra que vous continuiez votre pratique, parce que c'est pas en observant que là c'est en train d'arriver que ça va vous déclencher que vous serez encore en capacité que ça ne se déclenche pas. Vous le verrez et vous irez quand même dans le jeu. Mais il y a un moment, à force de continuer de pratiquer, vous ne rentrerez plus dans le jeu et vous laisserez la personne dans cette provocation qu'elle essaie inconsciemment, parce que la plupart du temps c'est inconscient, les gens ne veulent pas vraiment faire de mal, ils sont programmés à force qu'on leur ait arrosé ces mauvaises graines, de leur dire qu'ils sont bêtes, stupides, qu'ils n'arriveront à rien, et c'est comme ça qu'ils deviennent envers l'autre, ils écrasent l'autre et qu'ils veulent inconsciemment et humilier l'autre. Et du coup, si vous
laissez happer par cette vague d'énergie négative, vous rentrez dans le jeu. Mais si vous vous retirez de ce jeu-là, du coup, en plus, l'autre perd complètement inconsciemment, l'autre qui n'était pas conscient de ce qu'il faisait, le pouvoir de cette énergie négative se dissout, en fait. Donc, puisque ça ne vous impacte plus, en fait. Donc ça, il n'y a qu'en l'observant et en le pratiquant et en continuant de le pratiquer, parce que si vous l'observez et puis que après vous vous mettez en colère, vous dites bah oui mais ça marche pas, là je me suis remis en colère puis que vous abandonnez, ça ne marchera pas. C'est toujours, hein, ça fait 5 ans que je pratique et il y a encore des fois où je sens que j'ai des graines qu'on m'arrose et que c'est pas les bonnes graines et je les sens, je les vois et des fois je rentre dans le jeu de l'ego par exemple, de vouloir prouver que j'ai raison et ça c'est un truc que je veux plus du tout faire. Malgré que là je donne ces vidéos et on a l'impression que j'ai la science infuse et que j'ai une manière de parler, qu'on a l'impression que je suis en mode je connais tout, bah oui mais enfin bon alors du coup après qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vais finir dans une grotte à plus communiquer rien parce que c'est ça le problème de l'ego quand on veut plus faire qu'il apparaisse. Du coup je vais avoir envie de plus faire de vidéos comme ça parce que c'est un peu égoïque ces vidéos à montrer je sais mais c'est pas moi qui sais, moi ce que je sais c'est ce que savent les autres et j'applique ce que savent les autres et après ce que j'essaie de transmettre avec toute mon énergie comme ça là d'élan, c'est pour vous motiver quoi, parce que si je parle comme ça et je vous dis bah oui ça marche, vous n'allez pas vous concentrer en fait. Peut-être que c'est ça qui vous fait amener à 1h30 à capter, que j'arrive à vous motiver comme ça, parce que je vous fais avec cette énergie que j'essaie de... Parce que je suis à fond dans ce que je dis, parce que je le vis, parce que c'est la vérité, la mienne. Et cette vérité, elle est liée à des sciences, neurosciences, et qui sont la vérité de la neuroscience. Et alors si on remet ça en cause et qu'après moi je l'expérimente et que ça marche et qu'on peut tout remettre en cause, bah oui on est sceptique, mais là je peux pas être sceptique de ma propre expérience et de ma propre évolution. En fait ça je peux pas être sceptique, les résultats sont là, donc je peux pas aller vous dire quelque chose, bah non ce que je vis ce n'est pas vrai, c'est pas vrai, je me mentirais à moi-même. Donc forcément je le transmets avec tellement d'énergie que c'est peut-être ça qui fait que vous allez jusqu'à la fin de la vidéo et que je vais pas la couper maintenant parce que ça fait 1h31, bah oui mais j'ai pas fini, donc je continue, excusez-moi c'est un peu long, mais il y a de quoi dire quoi. C'est ça le problème, c'est que je peux pas tout dire comme ça en 1 heure et transmettre un boost de motivation à faire que allez là vraiment vous reprenez votre vie en main, c'est ça, c'est reprendre son destin en main quoi. Je peux pas le faire en 20 minutes, c'est pas possible, hein, je suis désolée mais j'ai pas cette capacité là. Voilà, donc du coup je vais essayer de faire là, finir quand même pour pas faire trop long parce que bon voilà, mais c'est-à-dire qu'il faut que je développe ce que je dis quoi. Sinon ça n'a pas d'emprise sur vous, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a rien quoi. C'est comme le livre du moment présent, d'accord, ça m'a peut-être soigné de la schizophrénie les 35 premières pages, voilà, quand il a fallu que je lise les 250 pages autres pour appliquer le truc de que la méditation ça marche. Il a fallu que j'écoute plein de vidéos sur la neuroscience pour me dire bah ça marche, enfin c'est pas, on n'a pas comme ça. Donc je me dis si c'est 1h30 de vidéo, bah oui mais enfin c'est 1h30 de vidéo pour vous booster, à vous motiver que bah oui il y a des trucs qu'on connaît pas et que si on les expérimente pas on peut pas les mettre en place en fait. Et ce truc là de la transformation qui passe par le fait par la substitution et le changement de croyance. Je suis ce que je pense, donc si je pense que je suis nulle, que je suis bête, que je suis grosse, que je suis incapable, bah c'est ce que vous êtes quoi en fait, généralement quoi. Si vous croyez grosse, c'est parce que certainement vous devez l'être aussi. Bah il faut faire un régime, il faut se mettre au sport, il faut perdre votre poids. Vous prenez l'exemple d'Adèle, si Adèle l'a fait, vous pouvez le faire, hein. Il y a un moment, voilà, donc du coup la même chose pour moi, j'étais anorexique, je passe à la boulimie, il y a un moment, il a fallu que j'arrête tout ça quoi. Je veux dire, je pouvais pas être heureuse en étant anorexique, c'est pas possible, ni même... En fait, le bonheur va avec la libération et le lâcher-prise de toutes ces addictions et de tous ces rituels et de toutes ces fausses croyances. Donc l'anorexie faisait partie aussi de ce que j'ai dû changer. Et l'anorexie et la boulimie, bah, je l'ai transformée en me disant il faut que j'arrête d'être anorexique, il faut que j'arrête d'être boulimique avec une alimentation saine. Et j'ai expérimenté diverses manières d'arriver à que maintenant je suis sur le jeûne intermittent. Je mange 1 fois par jour
et dans une plage horaire de 8-16, c'est-à-dire que pendant 16 heures je ne mange pas et je m'autorise à manger pendant 8 heures par jour. On va dire que je mange entre 12 heures du midi et 20 heures le soir. Généralement, je fais même 12 heures, 17 heures, et puis après, je mange plus rien jusqu'au lendemain, 12 heures. Donc, c'est ça, ça s'appelle le jeûne intermittent. Et c'est à force d'expérimenter diverses techniques, plus ou moins des régimes et des ceci, cela, et puis l'envie d'arrêter de me sentir de l'anorexie, de la boulimie, que du coup, j'ai trouvé ça en me documentant, le truc de le jeûne intermittent, parce que aussi, c'est dans la spiritualité. Le truc du jeûne, c'est récurrent. Hein. D'ailleurs, dans le ramadan, c'est 30 jours où, bon, le ramadan, ils mangent, mais il y a quand même un moment où ils sont en jeûne intermittent, en fait, le ramadan. Et d'ailleurs, le jeûne intermittent du ramadan, il est plus court que celui du jeûne intermittent qui n'est pas lié au ramadan, puisque la phase où on ne mange pas, c'est pendant 16 heures, et quand c'est le ramadan, c'est pendant 12 heures, je crois, qu'on ne mange pas. Ou 13 heures, enfin je sais plus trop. Enfin bref, donc du coup là je m'éloigne, enfin non je m'éloigne pas, c'est comme ça. Du coup après, autre personnalité, donc du coup là les trucs de personnalité, les crises là que je vous dis, vous les analysez, après vous allez finir par petit à petit à faire que vous rentrez plus dans le jeu. Du coup, là, je vous ai parlé de la colère, de la perversité, du sadisme, hein, parce que vous voyez quand vous êtes sadique, quand vous observez à prendre plaisir inconsciemment, mais vous sentez que vous êtes un peu heureux, pas heureux, mais content du malheur de l'autre. C'est ce qui se passait pour moi, quand il y avait des gens qui me disaient il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Au lieu d'avoir vraiment de la compassion vraie, quoi, et en fait, non, moi, ça me provoquait que j'étais... pas contente pour que leur malheur, mais c'était ça ce que je veux dire. J'avais pas la compassion de me dire ah mince, je jouais le rôle de la compassion, mais dans mon fond intérieur, ce n'était pas une vraie compassion. Donc ça, il a fallu que je m'en débarrasse aussi. J'avais la radinerie, ce que je vous disais. Donc là, comment se débarrasser de ce truc de sadisme, c'est en travaillant la compassion, quoi. C'est-à-dire qu'en se disant, il faut que j'ai vraiment de la compassion pour cette personne. Alors, ce qui était incroyable, c'est que j'avais ce sadisme, mais que je souffrais de la souffrance du monde et des enfants qui n'avaient pas à manger, de la pauvreté et tout ça. Donc, cette hyper sensibilité liée à une injustice mondiale et globale et tout ça, de ce qui se passait, la souffrance des animaux et tout ça, à cause de ça, j'avais le sadisme. Donc, c'est complètement, mais ça, c'est le sadisme me venait de graines qui m'avaient été plantées, arrosées et qui n'étaient pas les miennes et qu'il fallait que j'arrête d'arroser. Et voilà, j'ai arrêté de les arroser et j'ai arrosé mes graines de compassion. Et bien entendu, en pratiquant la pleine conscience et en pratiquant la méditation qui amène la méditation à arroser ces graines-là de compassion, d'amour, de respect, de tolérance, de pardon. Donc la rage, la colère, généralement c'est lié aussi à une rancœur, au fait qu'on n'a pas pardonné, au fait qu'on nous a fait du mal, c'est tout ça, c'est lié à tout ça. La vengeance, toutes ces émotions-là qui sont négatives, il faut qu'on apprenne à arroser nos graines de pardon. Si on veut remplacer tout cela, il faut qu'on arrose nos graines de pardon, donc il faut pratiquer. Donc moi je me souviens que les premières fois où, dans mes premières méditations, j'avais créé les phrases affirmatives, là, selon la technique de la phrase affirmative, c'est la dernière vidéo que j'ai fait avec les phrases affirmatives, je faisais même pas des phrases tout au début, je disais des mots, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui rentrait dans ma vie et qui avait, par exemple, qui était sadique, cette personne qui essayait de me faire du mal, alors que par exemple cette personne c'était une personne proche, ou un ami, et que je me rendais compte, mais je me disais, mais c'est horrible ce que tu es en train de me dire. Au lieu de critiquer et puis de me mettre en colère et faire une crise autistique, du coup je répétais dans ma tête amour, compassion, pardon, tolérance, amour, compassion, pardon, tolérance. Mais ça, je l'ai fait pendant au moins 2 ans avec plein de situations de gens qui sont venus me titiller les boutons de crise ou de souffrance que ça aurait pu me faire du mal. Et là, je disais compassion, amour, tolérance, pardon, compassion, tolérance, pardon, amour, tolérance, pardon, compassion, amour, tolérance, pardon, compassion. Et je répète en boucle dans ma tête comme ça pour pas laisser mon esprit divaguer avec des pensées négatives. Ouais, t'as vu, elle t'a dit ça, et tiens, et mince, regarde, mais regarde elle, et lui, t'as vu ce qu'elle a, et avec cet esprit qui critique, qui juge, qui perce tout le pire de l'autre. Non, j'étais dans le truc compassion, amour, tolérance, pardon, compassion, tolérance, pardon, amour, compassion, et je les répétais en boucle comme ça. Donc ça a été les phrases affirmatives, mais c'était des mots affirmatifs qu'on contrait
le sadisme de l'autre, parce que je disais que moi j'avais le sadisme, et bien sûr je l'avais, mais les autres aussi. Donc du coup, en fait, finalement, on attire que ce qu'on est, on magnétise ce qu'on est. Donc en fait, quand on est sadique, on attire des sadiques. En fait, et quand on est pervers, on attire des pervers. Donc j'avais aussi ce côté-là un peu pédophile. Là, je dis pas que je serais une pédophile, mais j'ai tellement été abusée que bah, j'étais institutrice et j'avais des petits enfants qui venaient et qui se masturbaient sur moi, des trucs bizarres comme ça, et que si j'avais pas eu la conscience de me dire mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est pas normal, enfin bien sûr je me disais ça, mais j'aurais pu les laisser faire facilement, parce qu'en plus quand j'allais dans les petits villages comme ça en Guyane et que je passais dans les maisons, je voyais les mamans qui faisaient des trucs incestueux avec les enfants et tout ça, donc du coup c'était un peu un truc vraiment quasiment, enfin je veux dire, j'aurais vraiment pu me laisser facilement happer par devenir une pédophile en fait, c'est-à-dire tout au moins si j'étais pas devenue une vraie pédophile qui passe à l'acte à faire des trucs pédophiles, le fait de ne rien dire et laisser un petit garçon faire ça, bah je suis une pédophile quoi, c'est clair. Donc en fait ça, j'ai eu la chance de vite m'en rendre compte tout de suite et de ne pas rentrer dans ce jeu. Donc je comprends les pédophiles, c'est ça que je veux dire quoi, parce que je l'avais aussi ce truc là, parce que les enfants venaient à moi et me faisaient des trucs comme ça. Donc du coup, bah, il a fallu que je mette ma graine et là à ce moment-là, j'étais pas encore dans la conscience, dans la pleine conscience et tout, mais j'ai bien vu que c'était pas quelque chose de normal si je laissais faire le petit garçon. Mais je me souviens, j'étais choquée, je savais pas quoi faire en fait. Et en plus, avec le passé que j'avais de dissociation, que souvent je me retrouvais dans cette situation, que je n'arrivais pas à dire non ou à savoir comment réagir en fait. Donc il aurait pu arriver qu'en fait je sois en mode genre que quand le petit garçon fait ça, bah, je sois juste bloquée, paralysée, liée au fait de ma première dissociation, qu'en fait c'est pas le petit garçon qui m'abuse mais quasiment, et du coup je suis incapable de réagir et en fait inconsciemment, incroyablement, bah, j'aurais participé à un acte de pédophilie parce qu'en fait j'étais dans l'incapacité de réagir tout simplement, lié au fait que j'avais été abusée par la suite, donc dans le passé. Donc ça n'est pas arrivé, heureusement. J'ai vu que c'était pas normal si je ne disais rien et j'ai dit au petit garçon tu ne peux pas faire ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans des situations quand j'étais en site, que j'avais des enfants qui faisaient ça comme ça, des trucs bizarres comme ça. Voilà, et j'ai toujours réussi heureusement à dire ben non tu ne peux pas faire ça, ou couper le truc, enfin de mettre une distance et voilà. Donc du coup ce que je vais vous dire c'est qu'il faut travailler toutes nos traits de personnalité et les substituer. Après quand j'avais la radinerie et que ce que je vous disais lié à la peur, bah, j'ai transformé ça avec... bah, il faut que je donne quoi, donc j'ai commencé à me dire allez j'achète une pastèque par exemple et je la partage avec 10 personnes. Je me donnais des petits exercices challenge comme ça pour ouvrir mon cœur et ne plus être prisonnière de cette émotion négative de que j'ai peur qu'on me vole, que j'ai peur que de partager, surtout qu'en fait moi dans ma vision de comment je veux le monde, je veux un monde équilibré, juste et de partage et d'abondance, donc ça n'allait pas du tout avec l'être que j'aspire à devenir et au monde, au reflet du monde que je souhaite miroiter en fait. Donc il fallait vraiment que je change tous ces trucs là. Donc j'ai substitué avec ça. Après bah, la colère, je vous ai dit, avec la patience comment on la cultive en méditant et en apprenant à observer ce qui nous rend en colère. Après, bah, de toute façon, il n'y en a pas 50 000 non plus. Hein. Apparemment, il y en aurait 51, d'où les 51 stances du bouddhisme. Il y a à peu près 51, je crois, traits de personnalité qui sont de mauvaises graines, on va dire. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est colère, avarice, tout ce qui est lié aux émotions négatives et l'envie, la jalousie. Alors la jalousie, bah, je l'avais aussi, la jalousie, bien entendu. Comme tout le monde, j'étais jalouse d'une fille qui allait jouer de la guitare et qui allait chanter bien, et au lieu de profiter de prendre qu'elle chante bien et qu'elle joue de la guitare et de le prendre comme un cadeau et d'écouter et de vibrer avec ce truc, non, j'étais possédée par le poison qui envoyait là à me dire, puis d'essayer de trouver des défauts dans cette fille alors qu'elle était très jolie et que tout était parfait et qu'il n'y avait rien à trouver de défauts. Mais mon mental essayait de me dire elle est moche, regarde, et puis ses doigts sont moches, et puis regarde, et ceci, cela. Donc bah, ça, bien entendu, je me suis vite rendu compte que c'est du poison aussi, et je l'ai transformé avec l'admiration, et de me dire plutôt que d'être envieuse de cette fille qui joue de la guitare, et ben achète-toi une guitare et joue de la guitare. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très simple de
logiquement, je vais arrêter la vidéo parce que je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Je vais couper là et juste finir là-dessus, vous dire que en fait, très logiquement et sincèrement, intelligemment, vous regardez vos défauts et vous regardez l'opposé de vos défauts. En fait, c'est très facile. Je veux dire, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, il ne faut pas être d'une intelligence hors norme pour comprendre que l'opposé de la colère, c'est la patience, quoi. Vous aurez peut-être, vous, un autre terme. L'opposé de la méchanceté, c'est la gentillesse. L'opposé, comme je vous disais, de la radinerie, c'est de donner. Donc donner, c'est la compassion, en fait. La compassion, l'échange, le partage. Vous avez à chaque négation un terme positif qui sera propre à la manière dont vous emploierez le mot. Moi, je dis ça, et vous aurez peut-être une autre manière de dire, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous compreniez l'opposé de que ce que vous avez maintenant, vous pouvez transformer en opposé. Vous pouvez faire une liste comme ça avec tout ce que vous avez de négatif en vous et mettre une flèche et dire ça, ce que j'ai là, si je le transforme, ça m'amènera à ça. Mais dans tous les cas, il faudra y aller un par un. N'espérez même pas faire les 30 traits que vous avez là, ou 20, ou 10, ou 15, ou 50, ou j'en sais rien, au nombre de que vous avez. N'espérez même pas que ce soit d'un coup tout, c'est pas possible. Ça sera un par un. N'espérez pas non plus que, même que ce soit un par un, que ça sera comme ça. Ça prendra le temps que ça prendra pour que un par un, petit à petit, vous éliminiez chaque trait négatif de votre personnalité. Après, vous pouvez aussi, quand vous voyez qu'il y a un trait qui a diminué, passer à un autre tout en continuant de pratiquer le premier trait. Si vous dites, bon, là, il faut que je sois plus patient. Ça fait 2 ans que vous êtes sur la patience et que vous avez vu, vous êtes beaucoup plus patient qu'il y a 2 ans, d'accord? Bon, maintenant, vous pouvez commencer le truc de la radinerie. Il faut que je partage parce que je ne peux pas être radin et garder tout pour moi comme ça, avoir peur tout le temps. Non, et en plus, ça amène à l'abondance. Je vous promets qu'après, quand vous le faites, c'est une libération, ce truc aussi de la radinerie, de toujours avoir peur comme ça. Voilà, donc bref, voilà, donc en gros, c'est ça, quoi. C'est la transformation des trucs. Donc, vous faites votre petite liste et puis vous y allez, surtout avec de la patience. Et puis des efforts, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Vous n'aurez rien sans effort. Vous n'aurez rien sans effort. Mais rien. Il n'y a rien qui vous sera donné comme ça par magie de l'enchantement, du abracadabra, la magie qui existe juste pour l'art de la magie, sans faire aucun effort. C'est pas vrai. C'est une illusion, c'est pas vrai. Un thérapeute qui va vous dire vous prenez ce cachet-là et ça va disparaître. Oui, peut-être ça va couvrir le truc, mais si vous ne faites pas d'effort pour aller à la souche de la pure obscurité que vous avez pour la transformer en lumière, sans effort et sans analyse, sans observation, sans se renseigner, sans s'informer, sans se documenter et sans travailler à la documentation. Donc informez-vous bien parce que il faut faire attention à la fausse information qui peut amener à même des dérives sectaires et tout ça, avec les sectes qui manipulent les gens parce qu'ils ne savent pas sur quoi se diriger. Dans la liste là, que j'ai mis les listes, il faut apprendre à être heureux, neurosciences, quantique, biologie, anthropologie, spiritualité, psychologie, c'est divisé en plusieurs. Elles ont toutes le même nom, le bonheur ça s'apprend, et là je peux vous garantir, et vraiment là je mets ma garantie que dans les vidéos qui sont là, ce n'est pas bidon et c'est vraiment des personnes fiables et que si vous écoutez cela, vous ne serez pas manipulé et vous aurez une aide pour vous aider à opérer tous ces changements un par un là, et parce que finalement, moi, je suis quoi? Je suis juste un messager de ces plus grands, parce que je ne suis pas ces plus grands là qui ont vraiment la connaissance basée sur la science et qui écrivent ces livres comme Joe Dispenza, Greg Braden, Deepak Chopra, Krishnamurti, il y en a, ils sont tellement nombreux. Après même Eckhart Tolle, Louise Hay qui est aussi, j'en parlais l'autre fois, elle est aussi neurothérapeute, neuropsychiatre. Il y a Alice Miller, il y en a trop, ils sont dans ma playlist, ils sont dans les playlists. Il y a plein de documentaires, vraiment des trucs qui ouvrent l'esprit et qui aident
à que, bon, bah d'accord, il faut que je change de vie parce que je ne peux pas continuer la vie que j'ai et il faut que je passe à l'action. Et cette action, elle va avec une autodiscipline et avec de la récurrence, de la régularité. Si vous n'avez pas les efforts et que c'est pas tous les jours, bon d'accord, si vous arrêtez 3-4 jours, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc, c'est pas j'arrête l'alcool 2 ans puis je me remets à boire dans 2 ans, mais non, c'est pour le restant de votre vie. Le jour où vous dites je dois être heureux, c'est pour le restant de votre vie. Et les efforts, vous allez les faire pour chaque chose que vous devez éliminer. Et c'est récurrent cet effort. C'est toujours, c'est sans cesse, c'est tout le temps, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, dans cette course vers le bonheur. C'est une course qu'on peut peut-être prendre plus tranquillement, mais au début il faut y aller quoi. Je vais dire là franchement, si vous voulez gagner un marathon et puis et que vous pratiquez la course une fois par an, vous n'arriverez jamais à gagner le marathon. Donc voilà, le bonheur c'est un marathon et il faut y aller quoi. Donc si vous n'avez pas envie d'être sportif et de gagner le marathon en comparant le bonheur à une activité et à un sport, eh bien, restez comme vous êtes et soyez malheureux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Plaignez-vous, mais ne venez pas vous plaindre à moi, parce que je ne dis pas que j'aurai pas de compassion pour vous. Non, mais si, j'aurai de la compassion pour vous, parce que je sais très bien que vous serez dans votre habitude de ce déroulement de que je ne suis pas capable de transformer tout ce qui est en train de m'arriver, ce drame de ma vie, cette victimisation, qu'on m'a fait ça, qu'on m'a fait ça, qu'on m'a fait ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est possible de transformer. Donc après, si vous êtes toujours en train de vous plaindre et que vous attendez que je vous dise bah oui, je comprends, oui bien sûr je comprends, mais moi j'irai en mode à fond quoi. Parce que je sais qu'avec les efforts, on arrive à se transformer, mais il faut faire des efforts. Ça demande de l'investissement, mais pas plus que l'investissement que vous donnez à votre travail pour votre patron. Et à la fin de ça, vous partirez à la retraite et je peux vous garantir que si vous n'avez pas au cours de votre vie investi suffisamment de temps pour votre développement personnel, pour changer tout ce qui ne vous va pas, malgré que vous ayez un travail, un métier qui vous rapporte de l'argent, une valorisation sociétaire, une maison, une voiture, un mari, des enfants, tout ce que vous voudrez bien, un compte en banque, de l'argent, même une notoriété, puisqu'on parle bien plein de notoriété qui se suicident, si vous n'avez pas la base essentielle au fondement de la vie, quoi. C'est quoi la vie? C'est quoi? Pourquoi on est? C'est pour être heureux. C'est pas pour être la gloire de je suis star des États-Unis et tout le monde me voit. Parce que c'est pour me suicider comme Amy Winehouse, qui c'est pas, je dis pas que c'est un suicide, mais pour Janis Joplin ou plein de gens qui étaient des grandes stars qui se sont suicidés, ça veut dire que la notoriété, la gloire n'amène pas au bonheur. Donc c'est ni même l'avoir matériel, j'ai ceci, ceci. Si on n'a pas le fondement de la base de la vie qui est la quête du bonheur, on peut pas vivre une vie sensée finalement. Donc voilà, donc du coup, bon, bah là je pense que je vous ai dit ce que je devais vous dire. Je vais arrêter la vidéo. Je vous souhaite le meilleur de motivation à vous dire bon allez, faut que je me reprenne en main, quoi. Faut que je change mon destin et c'est une expérience en fait, c'est votre expérience et il n'y a que vous qui puissiez la faire. C'est pas vos parents, c'est pas vos professeurs, c'est pas le système, c'est pas votre patron. Il n'y a personne dans cette vie à part vous-même finalement qui vous mette vos propres limites en fait. C'est-à-dire que quand vous mettez vos propres limites, c'est parce que vous laissez les autres guider votre destin et du coup vous vous auto-limitez en disant bah oui finalement inconsciemment toutes ces personnes qui m'ont dit j'étais nulle, j'étais incapable, je pouvais pas, j'étais ceci, cela, et que vous êtes identifié à tout cela, c'est votre limite. Mais quand vous vous dites eh bien non, je me libère de tous ces masques de je suis timide, je suis perverse, je suis méchante, je suis ceci, cela, et je travaille à que petit à petit je devienne une meilleure personne déjà pour moi, pour être plus heureux, parce que c'est clair que quand on est avec tous ces masques de je suis timide, je suis pervers, je suis méchante, je suis sadique, je suis je sais pas quoi, on n'est pas heureux en fait comme ça. Donc petit à petit on libère et puis bah on devient plus heureux et on participe à une meilleure humanité et on fait ce que Gandhi disait, d'être le changement que nous voudrions voir dans le monde. Voilà, parce qu'on ne peut pas vouloir la paix et un monde harmonieux si nous-mêmes nous sommes en désaccord
avec nous-mêmes et qu'on vibre pas à bonheur, bonheur, quoi. Si tous les matins on se réveille et qu'on n'a qu'une envie, c'est que notre vie s'arrête et que vivement que j'ai 80 ans parce que je vais mourir à 80 ans, parce que je vois pas d'autre intérêt que de vivre plus que 80 ans dans les conditions dans lesquelles je vis ma vie. Bon, bah franchement, c'est clair qu'autant mourir à 80 ans, voire même avant, hein, parce que c'est pour pas vivre pas heureux, bien entendu. Donc le bonheur, ça se travaille, ça s'apprend, et puis après, bah, une fois que ça s'apprend, ça se cherche, ça s'apprend, ça se travaille, et ça s'entretient. Voilà. Et bien sur ces belles paroles de fin, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à la prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous. Salut, salut!